ce sujet très important avec vous. Je voulais d'abord remercier les quelques personnes qui ont réussi à se déplacer ce matin en place des Génies, qui ont réussi à braver la grève, à venir à pied, à vélo, en trottinette ou je ne sais comment. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui sont du coup connectés de l'autre côté. Et donc n'hésitez pas. Alors plusieurs petites règles pour rappel. N'hésitez pas en effet à donner vos commentaires dans le chat, à poser vos questions, à mettre des emojis et tout ça, puisqu'aujourd'hui c'est tout à fait possible. Et puis si vous souhaitez aussi accessoirement, mais pas si accessoire que ça, activer les sous-titres, vous pouvez cliquer sur la petite icône en bas à droite sur la barre de contrôle, puisqu'il y a de la vélotipie bien entendu sur ce sujet, c'était plus qu'important. Je suis très heureuse d'être accompagnée aujourd'hui de 4 personnes qu'on apprécie particulièrement chez Publicis, pour elles et pour le travail qu'elles font. Donc avec moi aujourd'hui, Marie-Noëlle Bas, qui est présidente des Chiennes de Garde. Marie-Noëlle, si tu veux te présenter en une phrase. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présente et présent à ce Positive Talk. Les Chiennes de Garde ont été créées il y a 23 ans pour lutter contre le sexisme ordinaire, en fait, les violences symboliques à l'encontre des femmes en images et dans le langage. Nous sommes la seule association en France et en Europe, et il y en a une autre en Italie, et c'est tout, qui luttons quotidiennement contre ce sexisme en images et dans le langage. Merci. Magali Jalad, toi tu es directrice des affaires publiques et juridiques de l'ARPP. Pareil, une petite phrase. Oui, alors ce sera vraiment une phrase très courte parce que ça serait très long de développer ce qui est l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Donc l'ARPP qui est l'organisme, l'autorité qui régule la publicité en France. Merci. Deza Ngembok, tu es toi entrepreneur social et conférencière, pareil avec un passif assez important sur tous ces sujets. Merci. Je dirais, pour résumer brièvement, femme, noire, handicapée, ce qui m'a, par la force des choses, amené à travailler sur l'évolution des perceptions sur ces questions. Ça me rappelle une autre citation. Donc pour ceux qui nous sont fidèles, ces 3 premiers visages vous sont un peu familiers. Le 4e un peu moins. Donc on a le plaisir cette année d'avoir Oriane Duménil, qui est cofondatrice de Pépites Sexistes. Merci beaucoup de nous rejoindre cette année sur ce débat table ronde sur la diversité et l'inclusion dans la communication. Pareil. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie de rejoindre ce panel. J'espère que ça sera pareil les années suivantes aussi. Donc, je suis Oriane Duménil, je suis cofondatrice de Pépites Sexistes. Et très rapidement, on est une association qui luttons contre le sexisme ordinaire diffusé par le marketing. On est très présente sur les réseaux sociaux et on donne aussi des conférences. On fait beaucoup de sensibilisation sur ces sujets. Puis ça fait 4 ans qu'on existe et je pense qu'on est une fille un peu des chiennes de garde, concrètement. Oui, parce que Absolument, on vous reconnaît comme telle. Voilà, vous vous connaissez bien. Et pour commencer, déjà, nous, on voulait vous dire que chez Publicis, en fait, on est convaincus que définitivement, la diversité est la plus grande richesse de notre société, que ce soit d'ailleurs à travers les origines perçues, à travers le handicap, la situation socio-professionnelle, l'orientation sexuelle, le genre, l'âge, etc., qu'on doit la célébrer, qu'on doit la protéger et bien sûr notre rôle de la promouvoir. On a un rôle très clair à jouer qui commence par, bien entendu, plus de diversité dans nos agences, mais ça dépasse notre groupe, ça dépasse notre métier. On a un rôle social important à avoir parce qu'on produit de la communication. À travers elle, on produit du coup forcément de la culture populaire. On participe à la construction d'imaginaire collectif, de représentation sociale auquel on s'identifie et du coup forcément un modèle de société dans lequel on se projette. Donc voilà, nous on a vraiment ces croyances très profondes sur ce sujet passionnant de la diversité, l'inclusion et même l'équité au niveau de Publicis. Et donc on avait envie de partager quand même des bonnes nouvelles avec vous en introduction. La première qui part pas forcément d'une bonne nouvelle, mais ces sujets de représentation de la diversité et de l'inclusion ont énormément accéléré grâce à 2 événements majeurs. On peut dire qu'il y a un avant-après. Avant-après 2 mouvements, le mouvement MeToo et le mouvement Black Lives Matter. Pour le coup, ça a accéléré réellement la mise en place de politiques d'inclusion, d'équité, de diversité dans les entreprises, de véritables politiques, parce qu'il y en avait peut-être et souvent qui étaient mises en place, mais là, il y a une accélération très forte.
et un investissement également très fort de la part des marques et des entreprises dans des combats sociétaux, bien sûr, comme le handicap, la minorité LGBTQI+, les femmes, etc. Mais du coup, on peut se poser la question, ok, ça a eu des influences au niveau de la société, au niveau du coup des entreprises, mais en quoi est-ce que nous, c'est important pour nous, gens de la communication? Et c'est là que les premiers chiffres arrivent. Et pour ceux qui me connaissent, moi, j'adore les chiffres. Et donc, du coup, on a eu la chance cette année d'avoir Kantar et nos amis de The Good Company qui ont fait une étude passionnante qui est sortie en mars 2022 auprès de 1000 Français sur justement qui ont fait le premier baromètre sur l'inclusion et la diversité dans la pub, sorti en mars 2022. On a 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que la diversité est plébiscitée dans la publicité, puisqu'aujourd'hui, 72% des Français pensent que montrer la diversité dans la communication est une bonne chose, et c'est même important. L'autre bonne nouvelle aussi, c'est que presque 80%, 78% pour être plus exact, des Français trouvent que les marques font plus d'efforts sur le sujet ces dernières années. Donc, comme je vous le disais, non seulement il y a eu on va dire avant-après MeToo et Black Lives Matter, bien entendu, au niveau de la société et des entreprises, mais également, ça s'est ressenti au niveau en tout cas, il y a une volonté de la part des marques de le faire, et c'est perçu par les Français. Mais, il y a souvent un mais dans les études, c'est aussi une avancée qui a relativisé, parce que aujourd'hui, 69% des Français pensent que les marques s'engagent sur le sujet par opportunisme, plutôt pour surfer sur la tendance ou être politiquement correct. On parlera un peu plus tard de washing, de manque de sincérité, de manque d'authenticité. L'autre chose aussi qui n'est pas terrible, c'est qu'on a encore un peu plus de 40% des Français qui ne se sentent pas représentés aujourd'hui dans la publicité. Et donc, parmi ces groupes qui ne se retrouvent vraiment pas dans la publicité, les plus oubliés sont les personnes en situation de handicap. Et pour venir d'ailleurs nourrir un peu tout ça, il y a une autre étude qui est sortie en janvier cette fois-ci de cette année 2022 par Kantar et Comment, qui a regardé 25 années de création publicitaire, et sur les 25 dernières années, seuls 1% de ces créations publicitaires mettent en avant des personnes en situation de handicap. Pour rappel, il y a quand même 12 millions de personnes en situation de handicap en France, donc c'est pas rien. Et ce sont bien entendu, malheureusement, des campagnes qui sont essentiellement portées soit dans un cadre sur les Jeux paralympiques ou tout ce qui est ONG, associations qui traitent de ce sujet. Et enfin, et hyper intéressant, surtout quand on est communicant comme nous, le dernier enseignement qui nous a intéressés, c'est de constater que quand on pose la question aux Français, quelles sont pour vous les marques qui représentent ou qui ont mieux mis en avant la diversité et l'inclusion dans leur communication, eh bien, les 2 premières, c'est Benetton et Dove. Ce qui veut dire que déjà, il y a une trace laissée très forte, puisque donc, ça fait un certain temps que ces marques ont travaillé le sujet de l'inclusion de la diversité dans leur communication. Et donc, en fait, bonne nouvelle ou mauvaise, il y a encore un peu de boulot à faire. Donc, on va rentrer rapidement dans le sujet. Et pour ça, on va commencer par les basiques. On va revenir aux basiques. Donc, je me tourne vers toi, Marie-Noëlle. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype ? Et du coup, comment est-ce que vous faites les chaînes de garde pour lutter contre ces stéréotypes sexistes en particulier ? Alors, le mot stéréotype vient d'un terme d'imprimerie qui veut dire rigide. Donc, je voulais le rappeler parce que, en fait, un stéréotype, ça veut dire rigidité. En fait, ce sont des représentations schématiques qui globalisent, des caractères. Ce sont des agents qui étayent et qui légitiment les rapports sociaux de sexe en les naturalisant, car ils se composent d'un ensemble de croyances, et j'emploie à dessein le mot croyance, à propos de traits qui sont censés caractériser les membres d'un groupe. Donc en fait, c'est un ensemble de caractères qui sont dévolus par rigidité, en fait, on dirait, à des membres d'un groupe. Et donc, particulièrement, nous, on s'intéresse particulièrement aux stéréotypes sexistes, c'est-à-dire à l'utilisation, notamment du corps des femmes, comme objet et non pas comme sujet. On verra plus loin que, bien évidemment, on s'occupe aussi du corps des hommes utilisés comme objet. Mais
objectivement, c'est surtout les femmes qui ont été traitées de cette manière. Mais il y a aussi le fait que les blondes, les blagues sur les blondes idiotes dans la pub, il y en a eu. Chantal qui a oublié le Cantal, même il y a quelques années. Et l'humour sur ces caractères stéréotypés a été énormément utilisé en publicité toutes ces dernières années. Comment nous luttons contre ces stéréotypes? Eh bien, en médiatisant sur les réseaux sociaux, de jeunes associations comme Pépites Sexistes ont merveilleusement utilisé ces médias. Mais aussi en travaillant avec la RPP qui a créé il y a, Magali nous le répète, nous dira, il y a une quinzaine d'années, c'est ça, le jury de déontologie publicitaire, auprès duquel nous pouvons porter plainte de ces représentations qui nous semblent dévalorisantes pour les femmes. Merci beaucoup. Même question pour toi, Oriane, du coup, puisque sujet commun, la lutte contre les stéréotypes sexistes. Quel est votre mode d'action au quotidien? Oui, un sujet commun et un mode d'action complémentaire, je pense. Donc, il y a 4 ans, on a commencé sur Twitter d'abord à interpeller les marques qui faisaient du marketing sexiste. Ça peut être des pubs archi-stéréotypées, beaucoup d'objectification du corps de la femme. Tu le disais, on en a beaucoup et on en reçoit énormément. Ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est de prendre cette image, la diffuser sur les réseaux, et puis en taguant la marque et en faisant une petite blague, drôle ou pas drôle, vous pourrez juger mon humour en allant sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez, mais on leur demande un peu des comptes sur ce qu'ils font. Maintenant, on est sur tous les réseaux, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, sur LinkedIn, et bientôt TikTok, même si je suis déjà trop vieille pour ce réseau. Mais c'est important d'aller aussi sensibiliser les jeunes. L'idée, c'est que les marques nous répondent, fassent supprimer ou changer en fait les mentalités, et puis aussi que le grand public se rende compte que ça existe encore et que l'ampleur du problème et du phénomène. Donc c'est un double mission, interpeller les marques et puis sensibiliser le grand public. Top, merci. Magali, là on parle de stéréotypes sexistes, ce n'est pas les seuls stéréotypes qui existent. Comment est-ce que l'ARPP justement traite l'intégralité de ces questions? Alors la recommandation image et respect de la personne, elle ne traite pas que des stéréotypes sexistes, elle couvre l'ensemble des stéréotypes. Il y a même une partie qui est dédiée aux stéréotypes, donc avec un point qui est sur l'idée d'infériorité qui doit être proscrit, bien sûr, en raison de l'origine, la race, évidemment toutes les formes de discrimination. Donc il y a 2 articles vraiment précis, et aussi, j'allais dire, celui qui est utilisé par les associations qui se plaignent auprès du jury de déontologie publicitaire sur l'exclusion, j'allais dire, donc, qui est aussi un des points de la recommandation image et respect de la personne. Donc c'est les stigmatisations qui sont dégradantes finalement, qui sont ciblées par cette recommandation. Donc de l'ensemble de l'activité de l'ARP, l'activité quotidienne, de délivrer des conseils. C'est pour ça que tout à l'heure je ne suis pas rentrée dans le détail pour expliquer ce que faisait l'ARP, parce que je pense que c'est plus simple de le faire au fur et à mesure, mais l'activité de l'ARP au quotidien, c'est de délivrer des conseils tous médias et des avis sur la publicité télé et les services de médias audiovisuels à la demande. Donc bien sûr de faire respecter cette recommandation avant diffusion. Après diffusion, on a aussi un bilan d'application de la recommandation, image et respect de la personne, une recommandation qui est ancienne, puisqu'elle date de 1975, mais elle a été réévaluée au fur et à mesure, évidemment, de l'évolution de la société. Elle s'intitulait d'ailleurs « Image de la femme dans la publicité ». Donc elle a été étendue évidemment à l'homme aussi, puisqu'il n'y a pas que la femme dans la publicité dont l'image doit être respectée. Et puis bien sûr, au-delà de ces bilans, on a des observatoires donc, sur le marketing d'influence et également sur la publicité numérique. Et puis il y a le travail du jury de déontologie publicitaire, donc, qui a été créé en 2008, qui lui est un jury complètement indépendant de la profession
et qui traite de toutes les plaintes qui lui sont adressées par des personnes physiques ou morales, donc bien sûr les associations, mais les particuliers qui se plaignent auprès du jury, sur les règles déontologiques, donc sur la recommandation image et respect de la personne, et qui bien sûr fait respecter l'ensemble des dispositions de cette recommandation. Donc oui, cette recommandation va bien au-delà des stéréotypes sexistes. Il y a même un point sur les références ethniques et religieuses dans la recommandation. Justement, Deza, tout ce qui est stéréotype de genre, d'origine et sur le handicap, ça te parle? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton engagement sur le sujet? D'abord, je rappelle que le stéréotype, par sa diffusion, sépare les groupes d'individus. Ça fait souffrir. Et moi, je peux dire que je suis vraiment tombée dans la marmite des stéréotypes quand j'ai débarqué en France. Parce que pendant toute mon enfance et mon adolescence au Cameroun, mon pays d'origine, j'ai été épargnée. Je n'ai pas souffert du fait de ma différence. Donc, une fois en France, c'est en me confrontant au monde du travail que j'ai découvert la différence que ça pouvait faire. Donc, le fait d'associer le handicap à l'incapacité, à la non-productivité, ça n'avait pas de place dans le milieu du travail. Donc, deux choses m'ont amené à m'engager pour faire évoluer les perceptions sur le handicap en particulier. C'est ce contact avec le monde du travail et ces préjugés, ces stéréotypes très forts qui font que la personne handicapée est vue comme une personne impotente qui ne peut rien faire. Puis, quand je cherchais du travail, comme mes handicaps sont apparents, je prenais le parti de dire que j'étais une personne handicapée. Et donc, pendant très longtemps, il ne se passait jamais rien. Mais du jour au lendemain, quand j'ai décidé d'enlever cette mention de travailleur handicapé, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ça, c'était la première chose. Et l'autre chose, c'est quand j'ai finalement trouvé un travail qui était un CDD au départ. Et à la fin de ce CDD, il m'a été proposé un CDI. Le jour où je devais prendre ce poste, pendant que je me préparais, mon téléphone a sonné. Et là, quelqu'un au bout du fil m'apprenait qu'il ne fallait surtout pas retourner dans cette entreprise parce qu'il y avait eu une erreur. Alors, je n'ai jamais su ce que c'était cette erreur. Est-ce que c'était mon handicap physique, mon handicap racial ou mon handicap de genre? Donc, ces questions m'ont amené à réfléchir à la manière d'accompagner la société pour changer la donne. Et ça s'est passé par la création d'une agence de communication hybride avec des campagnes d'intérêt général pour faire évoluer le regard et puis une partie business pour le client. Donc, changer le regard passe par la création d'images justes, d'images esthétiques, surtout sur ces questions du handicap. Ah, c'est intéressant parce que là, tu viens de parler de handicap de genre, d'handicap d'origine. Pourquoi est-ce que pour toi, tu l'as vécu comme des handicaps? C'est la société plutôt qui me fait vivre ça comme un handicap. Moi, dans ma construction, dans mon développement, ce n'est en aucun cas un problème. Mais du fait des stéréotypes, ça fait que les personnes sont confrontées à une réalité qui n'est pas la leur. Donc, on est dans une société où on doit interagir avec les autres. Et si les autres ne nous voient pas comme nous sommes, ça crée un problème. Merci. Sur la communication, on revient un petit peu à notre sujet. Donc, Magali, tu as parlé du bilan de la RPP sur les règles, images et respect de la personne. Il y a un prochain bilan d'ici quelques jours qui va sortir. Est-ce que tu peux nous dévoiler les grandes tendances pour voir où est-ce qu'on en est en fait aujourd'hui sur ces sujets en termes de communication? Alors, c'est un bilan qui n'a pas été encore publié et qui va être présenté au Conseil paritaire de la publicité. Donc, j'ai parlé du jury tout à l'heure, mais c'est une autre instance qui est associée au dispositif de régulation professionnelle de la publicité qui regroupe les associations et les professionnels, donc associations de consommateurs environnementales et sociétales, et les professionnels réunis au sein de l'ARP, donc les annonceurs, les agences et les médias. Donc, comme tous les bilans, il doit être présenté, les résultats, avant d'être rendus publics. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est que a été analysé 14 500 publicités, enfin un peu peut-être plus. Par rapport, excuse-moi, par rapport aussi aux derniers, aux tendances qu'il y avait ces derniers temps. Alors, il y a de moins en moins de cas de manquement. Là, le chiffre est très petit, donc sans vraiment dévoiler le chiffre, mais ce bilan prendra aussi en considération les avis rendus par le jury, donc il les comptabilisera
les avis rendus par le jury sur la période d'analyse. Mais il y a vraiment très très peu de manquements qui ont été relevés. Alors il y a un manquement sur la décence, un autre sur la femme objet, même 2 ou j'allais dire ou 3, mais c'est difficile de pouvoir parler de tendance quand on a très très peu de manquements. C'est vraiment très compliqué. Je pense que c'est aussi le cas pour les avis du jury ces derniers temps. C'est difficile de parler de tendance. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, en fait. Non, non, bien sûr, c'est plutôt une très bonne nouvelle, mais ça n'empêche pas évidemment à la profession, puisque c'est ce qui a été demandé à l'ARP depuis sa création, depuis 1935, c'est de rester toujours vigilant, c'est-à-dire que les professionnels adoptent des règles, donc ils acceptent de les respecter, ils confient à l'ARP le soin de les faire respecter, mais ils demandent aussi à l'ARP d'être toujours très vigilant et de faire de la pédagogie des règles en permanence. Et ce matin, c'est aussi une manière de faire de la pédagogie de ces règles-là qui existent, mais on doit toujours rappeler qu'effectivement, elles doivent être respectées au quotidien par l'ensemble de la profession. Est-ce que Marie-Noëlle, justement, par rapport à ces tendances, entre guillemets, c'est-à-dire surtout finalement une diminution au niveau des publicités, de la mise en avant de stéréotypes, etc., en tout cas de manquements par rapport aux règles de la RPP, est-ce que toi aussi, vous avez le même sentiment au quotidien chez les chaînes de garde ? Alors absolument, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de sexisme dans la publicité. Je rajouterais, sous le contrôle de Magali, que l'ARP, enfin ou plutôt que les pubs télé et radio passent obligatoirement par le filtre de l'ARP et pas les prints. Et que en fait, c'est quand même aujourd'hui, la plupart du temps, dans le print que nous retrouvons du sexisme dans les publicités, et probablement aussi, alors là, pas dans les grandes agences, mais plutôt dans soit des annonceurs qui se passent d'agence, soit des petites agences de région. Et j'en veux pour preuve quelques images que tu montreras, notamment les carrelages en ce moment sont particulièrement ciblés et les bières, étonnamment. Donc ça c'est important. Je rajouterais, encore une fois, Magali le sait puisque je le dis chaque fois, que le jury de déontologie, pour vraiment important qu'il soit, son existence et sa façon de travailler change régulièrement, comme c'est tout à fait normal, et que, je dirais, la sensibilisation que des personnes qui participent à ce jury peuvent avoir au fil des années, parce que moi-même, mais d'autres, peuvent aller développer leurs arguments. Quand une nouvelle équipe est installée, elle est objectivement moins sensibilisée. Et moi, je le vois pratiquement. Chaque nouveau jury, le travail est à refaire. Je dirais, si je peux me permettre, que j'adorerais que Pépites Sexistes et les chaînes de garde viennent sensibiliser chaque nouveau jury. On prendrait une petite heure pour leur expliquer ce qu'est le sexisme dans la publicité, si je peux me permettre. Si tu veux réagir, tu peux réagir. Non, je voulais juste réagir en disant que, bien entendu, j'allais dire, les plaintes qui sont déposées au jury sont, de la part des associations comme les vôtres, en fait, c'est essentiel aussi pour sensibiliser et pour montrer, même s'il y a très peu de manquements, pour montrer qu'il y a encore des manquements, comme tu l'as dit, qui sont des manquements locaux, alors sur les sites internet de certains annonceurs. Donc voilà, c'est très important le rôle que vous avez aujourd'hui de sensibiliser. Donc en fait, globalement, on constate une évolution assez positive au niveau de tout ce qui est publicité. Par contre, elle est beaucoup plus lente en ce qui concerne les autres supports de communication, notamment tout ce qui est PLV, packaging, etc. Donc là, je me tourne vers toi, forcément, Oriane. Selon Eva Delacroix, qui est sociologue, qui a co-dirigé l'étude Genre et Marketing en 2020,
le marketing promet toujours notamment maman-centrisme, moi j'aime beaucoup, sur les notices de biberons, sur les packaging par exemple de puériculture et en général, on s'adresse encore exclusivement aux mères, c'est comme si c'était le seul parent par défaut. Dans les allées des supermarchés, les couches, les autres laits infantiles sont souvent estampillés en effet coin des mamans, ça vous fait beaucoup rire. La fête des mères reste souvent l'événement où le sexpressisme d'ailleurs s'exprime le plus. Cette année encore, beaucoup de chaînes de distributeurs ont mis en avant pour la fête des mères les aspirateurs, les robots ménagers et j'en passe. Comment est-ce que tu expliques que ces bad practices, finalement, elles continuent à perdurer au niveau de ces supports-là, alors que dans la publicité, on voit quand même qu'aujourd'hui, on saura les chiffres d'ici peu, mais ça a quasi disparu. Bah oui, je rebondis sur ce que vous disiez toutes. Donc c'est vrai que dans les grandes campagnes de publicité, il y a heureusement pour nous toutes et tous beaucoup d'efforts et il y a beaucoup d'attention qui sont prêtées notamment sur les sujets de sexisme. Mais après, il y a beaucoup d'entreprises locales ou d'interventions locales qui vont, eux, mettre en place des campagnes. Ça peut être un gérant de Carrefour dans une ville, tu le disais pour la fête des mères, qui va mettre en avant plein d'aspirateurs. Donc c'est le dirigeant du magasin qui a fait ce choix et qui demande de faire ça. Donc c'est des gens qui sont moins sensibilisés, moins surveillés aussi. Si nous on n'a pas des petits appareils photo dans tous les magasins, c'est dur de montrer à tous que ça existe encore. Sur les mamans, effectivement, et ça nous fait beaucoup rire quand il y a des tétines et des couches avec marqué le coin des mamans en énorme, parce que les mamans n'ont pas besoin de couches et de tétines directement. C'est aussi hyper hétérocentré. Enfin, maintenant, il y a d'autres modèles familiaux à promouvoir aussi. C'est le coin des mamans. Il y a aussi les mamans, donc elles ont l'habitude, encore un stéréotype, de prendre soin des autres, prendre soin de la planète aussi. On voit pas mal sur des produits écolos ou en tout cas verts. On met encore des mamans dessus parce que c'est elles qui prennent soin de leur famille, etc. Donc ça change doucement. Dans les notices de biberons, énormément encore des mamans. Pour donner une petite note positive quand même, une de nos victoires de l'année, c'est Danone qui faisait des petits pots qui s'appelaient les petits pots de maman. Et maintenant, ils vont s'appeler les petits moulinets, parce que c'est des petits pots pour enfants, pas pour maman. Enfin, ils sont très bons aussi, hein, mais c'est pour tous. Et puis, c'est important de représenter en fait un autre modèle et puis d'ouvrir un peu le monde assez pratique. Juste pour revenir sur les entreprises, les publicités sur Internet et puis directement en magasin, les têtes de gondole, etc. Donc ça, c'est moins surveillé, ça, on en reçoit, mais des photos, mais tous les jours. Donc oui, les grandes lignes changent et les grandes campagnes de communication ont changé, mais le sexisme ordinaire et qui est vraiment implanté dans notre quotidien et dont on ne peut pas se passer, en fait, c'est quand on fait, on peut pas se passer. Si, on peut s'en passer, mais on ne peut pas ne pas le voir, en fait, c'est dans la rue, quand on fait nos courses, etc. Ça, c'est encore très présent. Merci. Autre fait d'ailleurs qui est intéressant dans le baromètre de Kantar et The Good Company, c'est que, et c'est souvent une question qu'on nous pose, nous, au niveau publicité et communication, le fait démontré, c'est que non, si une marque en fait trop aujourd'hui, elle ne va pas se couper d'une partie de ses consommateurs. Au contraire même, l'étude démontre que le vrai danger, c'est de ne pas en faire assez. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit d'en faire plus et juste plus. Il s'agit aussi de faire mieux et de représenter mieux. Donc ça pose la question du rôle qui est déterminant dans la lutte contre les stéréotypes. Et d'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu en introduction, beaucoup de Français ne se reconnaissent pas encore dans les pubs. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, le chiffre, moi, qui m'a aussi interpellée, c'est que c'est beaucoup plus d'hommes qui ne se retrouvent pas dans les modèles et les rôles qu'on présente, puisque c'est 47% des hommes qui ne se retrouvent pas versus 39% des femmes. Et donc, je me tourne vers toi, Magali. Est-ce qu'avec l'historique que vous avez à la RPP, tu en parlais, ça fait des dizaines d'années que vous faites ça, avec les plaintes posées au JDP, est-ce que c'est surprenant pour toi ? Alors, c'est pas une question facile parce que... Non, je le conçois. Voilà, parce que on est sur la juste représentation de la société. Donc jusqu'où refléter finalement la vie quotidienne et en même temps être dans une juste représentation sans masquer les réalités sociales, mais justement essayer de faire bouger les lignes sans masquer ces réalités sociales. C'est très difficile, mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport
à la recommandation image et respect de la personne, cette recommandation évolue aussi régulièrement. Donc, la société fait bouger les lignes de cette recommandation parce que c'est bien des recommandations qui sont co-construites avec la société civile. Donc je comprends que c'est difficile des fois pour certaines personnes de se reconnaître dans les publicités, mais justement la question c'est quelle juste représentation dans la publicité. C'est pas facile de répondre. Tout à fait. Et pour le coup aussi, l'inversement des rôles, en plus de cette juste représentation, peut être assez pédagogique. Je me tourne vers toi cette fois-ci, et pas forcément d'ailleurs que pour le sexisme. Je pense notamment au travail de ce collectif d'étudiants d'une université canadienne qui avait décidé d'inverser les rôles dans la publicité, et donc du coup qui se servait de l'humour aussi pour faire passer ces messages. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que l'humour est souvent utilisé pour déconstruire les stéréotypes? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut en effet participer à cette déconstruction? Alors bien évidemment, l'humour est vraiment très important, mais j'allais dire finalement pour toute action. Au fond, on a été très intéressés par ça, puisque justement, nous sommes appelés les chiennes de garde pour ça, avec un côté humoristique qui n'a pas été, comme tout humour, apprécié par plein de gens. Mais en tout cas, on est très consciente que l'humour peut faire bouger les choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le travail de ces étudiantes, qu'on verra, je crois, un peu, parce que c'est vraiment... Les images mettent extrêmement mal à l'aise. Alors non, on ne le verra pas, mais on vous invite vraiment à regarder sur Internet. Il faut aller voir ça, en fait. Il nous faudrait 3 heures de débat ce matin. C'est parce qu'on en avait parlé. Effectivement, le fait de mettre un homme à la place d'une femme dans une majorité de publicités met extrêmement mal à l'aise. Et c'est un humour qui, effectivement, déconstruit les stéréotypes. Mais en fait, ce qu'on a vu quand même aussi depuis quelques années, c'est que l'humour était utilisé par les agences pour construire ces stéréotypes. Bon, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub Wicar, qui était en 4x3 dans le métro. Donc c'était l'échange de voitures, enfin, ou des voitures de particuliers qui étaient prêtées contre monnaie à des particuliers. Et il y avait un couple de personnes plutôt âgées. La femme était au volant et l'homme était à côté, avec le bras autour de sa femme, disant elle a beaucoup d'heures de vol, mais elle a beaucoup de kilomètres au compteur, mais elle rapporte toujours. Ce qui était vraiment, alors ce qui était drôle, effectivement, mais qui rapportait quand même à la prostitution, etc. Donc l'humour, oui, mais au fond, finalement, ça dépend comment on l'utilise, quoi. Si on peut l'utiliser bien, mais on peut l'utiliser mal aussi. Est-ce que c'est un humour pour tous ? Alors, de toute façon, l'humour, on le sait très bien, hein, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et non, bien sûr que non. J'en veux pour preuve, par exemple, les histoires de soldes. Pendant des années, il a été construit sur des affiches que les femmes s'écharpaient pour des soldes. Et bon, vous voyez, donc c'est humoristique, ça me fait rire, mais en réalité, pour les femmes battues, etc., ça a été un énorme problème de voir, alors beaucoup plus que 4x3 sur les Galeries Lafayette, hein, au moment où Jean-Paul Goutte faisait la pub avec Laetitia Casta, enfin l'image de marque des Gallaf, il y avait Laetitia Casta qui tirait donc un vêtement contre une personne qu'on ne voyait pas, et elle avait un gros bleu sur l'œil, un gros cocard sur l'œil. Il y a des tas de femmes que ça ne peut pas faire rire de voir promouvoir ce genre de choses. Donc oui, il faut le faire avec discernement, et c'est pour ça que c'est important et de travailler avec l'ARP, parce que effectivement l'ARP est là pour donner des conseils, mais aussi moi, je dirais quand même prendre le pouls de la société, parce que je sais que depuis 10 ans qu'on discute avec l'ARP sur ce sujet-là, il me semble,
à contrario que justement, non seulement les agences de pub qui, justement, notamment chez Publicis, prennent la responsabilité sociale et environnementale très au sérieux, mais je pense que justement l'ARPE est aussi là pour avoir une responsabilité sociale et environnementale et ne pas dire on suit finalement la vie quotidienne et on ne peut pas être en avance. Il me semble que finalement, si on était toutes et tous, toutes les entreprises concernées, donc là c'est les médias, les annonceurs et les agences, merci, devraient prendre conscience de cette responsabilité sociale et environnementale et en fait accompagner la société, puisque objectivement, aujourd'hui, l'égalité, les droits des femmes, les droits des hommes à ne pas être objectivés, les droits des personnes handicapées, les droits des personnes racisées, etc., doivent être portés aussi par ce trio de secteurs. Sur le rôle justement et l'utilisation de l'humour, c'est aussi, pour bien te connaître, tu es quelqu'un de très drôle déjà au quotidien. Et donc du coup, toi, l'humour, tu es très sensible. Est-ce que, pareil, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cette utilisation de l'humour, finalement, n'est pas parfois une excuse pour autant en continuant les stéréotypes? Je pense que l'humour est un formidable outil pour accompagner cette déconstruction des stéréotypes, mais à une condition, que ce soit très intelligemment fait, que ce soit finement dosé, et surtout que ce soit largement partagé. Parce que quand on a les codes et qu'on comprend, ça marche. Autrement, on renforce les préjugés. Donc, je prendrai juste 2 petits exemples sur la question du handicap, qui est une question assez sensible quand même, en traitement en communication. On a les friandises maltesers qui avaient fait 3 spots pendant les Jeux de Rio, les Jeux paralympiques de Rio. C'était 3 spots qui racontaient des tranches de vie de personnes en situation de handicap et c'était très bien fait, c'était partagé. J'ai essayé de regarder sur Internet s'il y avait des retours négatifs sur ces spots et je n'en ai pas vu. À l'exemple de Vestiaire, la mini-série Vestiaire que tout le monde connaît ici, je pense. Sur France Télévisions. Sur France Télévisions, qui se veut décomplexé, qui se veut dérangeant. Et là, on trouve quand même beaucoup de commentaires négatifs aussi, de la part des personnes concernées par le handicap. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bien dosé sur cet aspect-là. Sur le rôle, il y a un autre acteur qui a énormément fait évoluer les choses, qui est l'UDM. L'UDM a mis en place le programme FAIR dès 2018, dans lequel, donc c'est 15 engagements pour une communication responsable, dans lequel il y a ce sujet d'une meilleure représentation de l'inclusion et de la diversité. Ils ont créé aussi le prix Représente. En 2019, on parlait d'inversion des rôles. C'est d'ailleurs la campagne Arial qui a gagné ce prix Challenge Représente et qui a aidé pour le coup à déconstruire les stéréotypes à travers l'inversion des rôles, puisque pour la première fois, enfin, on voyait un homme en train de mettre du linge dans une machine à laver. Et c'était utilisé à la fois en France, mais aussi dans plein d'autres pays, dont l'Inde notamment. Et donc, on sait que dans ces pays-là, c'est encore plus compliqué de casser ces stéréotypes. Mais cependant, comme le souligne Virginie Sassoon, qui est directrice adjointe du Centre pour l'éducation aux médias et à la formation, et qui était aussi d'ailleurs membre du jury cette année du prix Challenge Représente. Elle a dirigé une étude sur les stéréotypes de genre dans la pub qui disait que aujourd'hui, en fait, ce sont les femmes qui ont la double journée. Et donc, les marques ne peuvent pas non plus aller trop loin parce que le consommateur ne se retrouverait pas forcément dans cette vision du couple et de la famille. Donc, ça illustre pour le coup une vraie difficulté pour nos métiers. Puisque c'est comment est-ce qu'on arrive à proposer de nouveaux modèles sans pour autant négliger la réalité sociétale. Et en même temps, on le disait en introduction, un des rôles de la publicité, c'est de faire évoluer les perceptions et de rendre plus désirables justement les modèles de demain. Est-ce que je me retourne vers toi, Magali, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez ? Alors oui, ça va répondre en partie à Marie-Noël sur le sujet, c'est-à-dire que le rôle de l'ARPE, c'est aussi de valoriser les bonnes pratiques qui sont adoptées par les professionnels et bien sûr de les accompagner dans le respect des engagements qu'ils ont pris dans le cadre de différentes chartes ou dans le cadre du programme FAIR pour l'Union des marques.
Donc les chartes stéréotypes sexistes, celle qui a été signée avec le Conseil supérieur d'audiovisuel, dont devenu l'ARCOM depuis. Également la charte sur la mixité du jouet, donc, qui est aussi très importante, et l'ensemble des engagements. Et là, dernièrement, il y a l'ARP qui a diffusé, donc, puisque ça date du mois d'octobre, une campagne justement pour accompagner la profession et la mener vers des campagnes plus inclusives. Donc c'est une campagne qui est importante et justement qui montre bien ce rôle de l'ARP, qui n'est pas que de faire des avis et des conseils, même si c'est très important, mais c'est aussi d'accompagner l'ensemble des marques dans le rôle d'avoir des campagnes et de les diffuser et que ces campagnes soient plus inclusives. Alors, je n'aurais jamais pensé qu'un jour je ferais référence à Game of Thrones dans un débat, une table ronde sur la diversité et l'inclusion. Et pourtant, parce que cette question justement du rôle et de la représentation, notamment du handicap, est au cœur justement du travail du comédien qui est Peter Dinklage, donc avec son rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones. Et ça a été vraiment un modèle pour le coup. Donc on parle souvent de rôle modèle. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas forcément beaucoup dans le domaine du handicap. Mais lui, il a été vraiment un modèle en termes de représentation des personnes atteintes de nanisme à l'écran. Lors de son discours de remerciement aux Golden Globes, il expliquait, je trouve ça génial, donc je vous invite à aller regarder l'extrait, « Un mauvais scénario ferait de ma taille la principale caractéristique de mon personnage. Elle n'est pas le principal trait de personnalité de mon personnage. Elle fait partie d'un portrait plus complexe et participe à façonner sa personnalité. » Ce commentaire, qui s'applique donc pour lui, qui est de petite taille, peut s'appliquer à d'autres personnes aussi issues de la diversité, notamment la diversité d'origine. Je pense encore notamment aux personnes maghrébines, d'origine asiatique, qui sont encore peu représentées dans la communication. Et qui ne tiennent surtout souvent pas les premiers rôles, entre guillemets, des pubs. À l'inverse, aujourd'hui, il y a quand même eu une forte progression de l'inclusion des personnes noires dans les communications et qui aujourd'hui sont présentes régulièrement dans les publicités et qui n'ont pas des rôles secondaires ou qui ne sont pas cantonnés à des rôles de par la caractéristique de leur couleur de peau. Donc on a quand même beaucoup progressé sur ces sujets-là, mais justement, plus globalement, est-ce que tu penses que déjà la diversité bien intégrée ne se remarque pas? Alors avant de répondre à ce point-là, je voulais juste... Tu es une fan de Game of Thrones. Je voulais revenir sur les rôles modèles, parce que c'est vraiment quelque chose de fondamental qui peut permettre à des personnes sous-représentées ou non représentées de pouvoir se projeter, trouver leur équilibre et se construire positivement dans la société. Je voulais vous lire un extrait d'une lettre que j'avais reçue d'un jeune homme qui est né avec un handicap et qui a énormément souffert par la non-représentativité des personnes comme lui dans la publicité. Je vais vous lire cet extrait qui est très poignant et qui m'a inspiré le film documentaire Miroir de mon âme. Alors, il dit « Madame, c'est Son Altesse PLJ qui m'a donné vos coordonnées à ma demande pour que je vous contacte. Il me semble que ce que vous faites est d'une trempe extraordinaire, au sens tout à fait propre et concret, hors de l'ordinaire, hors de ce qui nous entoure habituellement, de ce que l'on voit habituellement, et je vous l'avoue, de ce qui m'a fait souffrir dans le passé, avant que je m'en émancipe pour exister tel qu'à moi-même. Je sors aujourd'hui de beaucoup d'inhibitions. Je m'aperçois à 27 ans que, finalement, le pouvoir de l'image était ce qui m'a le plus fermement enchaîné à un moi idéal que je détruis maintenant avec une grande jubilation. Mon image de l'homme s'est forgée dans la publicité, les journaux, et un constat s'est imposé de façon de plus en plus douloureuse au fil de mon adolescence. Je ne suis pas comme cela. De ce je ne suis pas comme cela à je ne suis pas désirable, à l'époque où le désir s'éveille, il n'y avait qu'un pas. Voilà. Donc, le rôle de la publicité, le rôle des rôles modèles est important dans la société. Et évidemment, si on fait bien les choses, on n'a pas besoin de remarquer la diversité dans les publicités. Voilà.
Donc du coup, l'importance aussi de donner des rôles aux personnes en situation de handicap qui ne soient pas le rôle de la personne en situation de handicap. Parce que le handicap ne résume pas la réalité de vie de la personne. C'est une partie de son identité, mais ça ne se résume pas à ça. Et là, pour le coup, on a tous une énorme responsabilité là-dessus. Compliqué de switcher avec la question d'après. Donc aujourd'hui, je me tourne vers toi. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus large. Aujourd'hui, on a parlé un petit peu en introduction. De nombreuses marques s'engagent, prennent des combats sociétaux. Mais, et je le disais en introduction au niveau des chiffres, c'est parfois perçu comme de l'opportunisme. Et il y a du coup des nouveaux termes qui surgissent. Alors nous, du point de vue environnemental, on connaît très bien le terme greenwashing et on fait tout pour lutter au quotidien. Mais maintenant, il y a d'autres washing qui sont des washing sociétaux. Le purple ou le pink ou le féminisme washing, par exemple, qui est le fait de communiquer sur l'égalité femmes-hommes et sa défense, mais avoir une réalité en entreprise qui ne va pas dans le même sens. Le rainbow washing, qui là pour le coup est pour la minorité LGBTQI+, l'âge washing, et donc il y en a plein d'autres. Oriane, je me tourne vers toi. Est-ce que c'est un sujet que vous regardez aussi chez Pépites Sexistes, notamment quand vous êtes apostrophé avec différents exemples du quotidien? C'est un sujet qu'on regarde beaucoup, effectivement, et c'est pas facile parce qu'on l'a dit, la représentativité, elle est hyper importante. Donc on a tendance à n'importe quelle agence qui sort une publicité qui joue à fond sur les codes du féminisme, sur les codes militants, etc. On se dit, bon, bah, ça fait partie de la société, le montrer, c'est hyper important, on a besoin de rôle modèle, on a besoin, pour se sentir concerné, ou pour sensibiliser les autres personnes à côté qui ne sont pas forcément concernées mais qui ont besoin de voir aussi ces nouveaux modèles. Et à côté de ça, si on creuse un peu et qu'en fait on fait une pub archi-féministe, on surfe sur la tendance et puis derrière on fait produire ces fringues par exemple au Bangladesh par des femmes et des enfants dans des conditions inacceptables, c'est pas normal de se prendre la lumière en tant que marque et dire ouais, c'est bien ce que je fais. En tout cas, ce que je montre, c'est bien et c'est dans la tendance de la société. Et en fait, derrière, ne pas faire bouger les lignes ou avoir beaucoup moins de femmes aux postes clés de l'entreprise, etc. Donc, c'est assez compliqué. Nous, pendant un moment, on mettait en avant énormément de campagnes de communication qu'on trouvait, entre guillemets, parfaites. Mais en fait, rien n'est parfait parce qu'on n'a pas... On n'est que bénévole, on n'a pas une agence derrière pour aller vérifier ce que fait exactement l'entreprise derrière tout ça. Donc c'est souvent problématique. En général, quand il y en a trop, c'est que ça surfe sur une tendance et c'est problématique. Par contre, en réalité, je préfère qu'on fasse du greenwashing, je préfère qu'on fasse du purple washing, plutôt qu'on n'intègre aucune personne minorisée dans les publicités. Donc c'est bien pour la représentativité, mais il faut faire attention, en fait, en tant que consommateur et en tant que de ces publicités, pas se laisser avoir, entre guillemets. Mais c'est un sujet assez compliqué. Marie-Noëlle, je te vois hocher la tête. Oui, je suis tout à fait d'accord. J'ai vraiment rien à rajouter. C'est mieux que rien, mais il faut être toujours vigilant et vigilante. Alors, du coup, on continue, alors pas sur le purple washing, mais sur un autre sujet qui vous est cher chez Pépites Sexistes, c'est la bataille pour la taxe rose. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi, pour vous, c'est un levier pour lutter justement pour l'égalité homme-femme au sens large? Alors effectivement, au début, on parlait beaucoup de femmes-objets, on parlait beaucoup de stéréotypes, et puis très vite, on nous a sollicité sur le sujet de la taxe rose. En fait, quand on surstéréotype une société, et notamment dans la publicité, il y a un impact énorme. C'est pas juste, ça nous énerve un peu de voir que des femmes qui sont dans la cuisine, c'est qu'en fait les enfants voient ça, ça rentre et ça conforte en fait cette idée sociétale avec des rôles hyper genrés et dangereux. Et un des phénomènes qui ressort de ce marketing ultra genré, c'est la taxe rose. Alors la taxe rose, très concrètement, c'est quand sur un même produit ou un même service, quand il est marketé pour une femme ou pour un homme, il y aura une différence de prix. Et bien souvent, on s'appelle la taxe rose parce que les produits à destination des femmes sont plus chers que ceux à destination des hommes. Par exemple, un rasoir, ce genre de choses. Typiquement, les produits les plus touchés, c'est vraiment les produits de beauté, les habits, beaucoup les jouets aussi. Mais voilà, un rasoir, je ne sais pas si vous avez vu, super vidéo brute qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais concrètement, un rasoir rose avec exactement le même nombre de lames, le même nombre de rasoirs dans le paquet, il va être plus cher au rayon femme, alors que celui qui est exactement pareil, mais en bleu au rayon homme, va avoir une certaine différence de prix. Alors, c'est pas partout.
souvent c'est le distributeur qui applique en fait cette taxe rose, comme on l'appelle. On en a beaucoup entendu parler en 2014 avec le collectif Georgette Sand qui avait déjà mis ça en avant et en postant énormément d'exemples comme nous on fait sur les réseaux sociaux, montrer en fait que ça existe et qu'il y en a beaucoup. On est en train de travailler dessus, on en parle énormément en ce moment. Et en fait, c'est la double, triple, quadruple peine des femmes. On est moins payé en moyenne, on paye plus cher les produits à la fin. Voilà, c'est un problème qu'on veut soulever et qui découle directement du marketing genré. Donc c'est pour ça qu'on s'approprie aussi ce combat. Alors, à l'inverse, Magali, la RPP, avait participé en 2014 à un groupe de travail du CNC qui avait abouti, vous, à l'époque, à la conclusion justement de la non-existence de cette taxe. Est-ce que tu peux nous en dire plus, expliquer un peu tout ça ? Alors nous, non, mais l'avis du Conseil national de la consommation, donc c'est un avis quand même qui date de 2016, donc il fait suite à une collecte des prix qui avait été demandée par le gouvernement, justement pour voir s'il y avait une différence de prix donc sur des produits et services, donc par rapport des produits réservés aux femmes, produits réservés aux hommes. À la suite donc de cette étude, il s'est trouvé que les conclusions étaient qu'il y avait autant de différences finalement en faveur des femmes et en faveur des hommes, c'est-à-dire qu'il y avait finalement une égalité de traitement, de différence de prix selon les produits, excepté pour un, me semble-t-il, qui devait être donc les crèmes hydratantes. Voilà. Donc, dans le cadre de ces travaux au CNC, l'ARPE a été conviée avec le Conseil paritaire de la publicité, qui en plus avait rendu un avis en 2014. Et finalement, ce que j'en retiens de cet avis, c'est qu'ils sont partis du postulat, comme le CPP à l'époque, qu'il y avait évidemment un problème à associer de manière systématique le rose à l'univers féminin et le bleu à l'univers masculin. Pour autant, le rose n'était pas interdit pour les femmes ni pour les petites filles. Donc la difficulté qui avait été soulevée par le CPP juste avant d'ailleurs, c'était de voir comment changer justement les représentations. Donc ça a été un avis qui a été rendu et qui a encouragé les marques justement à regarder dans leur démarche RSE comment faire bouger les lignes et comment avancer sur cette sensibilisation. Et ça aboutit, je vous le dis, parce que c'est évidemment aussi annoncé par l'Union des marques, ça aboutit au programme FAIRE quand même de responsabilité sociale sur cette partie-là, en tout cas sur la représentation. Donc l'avis du CPP, il y a eu un engagement des marques qui a été pris dans le cadre du CPP et les marques ont respecté leur engagement en développant ce programme de diagnostic en interne. Donc voilà, les conclusions à l'époque de l'avis du CNC reprennent ce qui avait été énoncé par le CPP à l'époque. Merci. On a parlé de pas mal de concepts. On n'a pas beaucoup, on a parlé un petit peu aussi quand même des supports au début, mais on n'a pas fait un focus sur la partie support réseaux sociaux. Je me tourne forcément vers toi, Oriane. Est-ce que du coup, de par votre expérience, les réseaux sociaux finalement, sont plutôt servis comme on se sert des réseaux sociaux plutôt comme des catalyseurs, ou au contraire, c'est des précieux outils au service justement du plus grand nombre, notamment quand vous dénoncez ce type de problématique? Alors les deux, forcément, c'est vrai qu'il y a énormément de réseaux qui perpétuent énormément de stéréotypes, énormément de sexisme. Je pense par exemple aux réseaux d'images comme TikTok et Instagram, ou même dans les algorithmes, les algorithmes ont tendance à montrer des femmes dénudées, que c'est ça qui marche, c'est ça qui a le plus de likes, etc. Donc ça peut être, c'est un peu comme les nouveaux magazines féminins, finalement, les ados et les jeunes, plutôt que d'acheter des magazines féminins, voir des femmes maigres, blanches, en maillot toute l'année. Là maintenant c'est sur Instagram, donc c'est une continuité et une différence de plateforme. Mais ça a aussi permis, et on en est les premières témoins, de pouvoir rassembler des collectifs, se montrer que la force du nombre est là, et
travailler sur des outils de sensibilisation qu'on n'aurait pas pu développer avant. Nous, nos réseaux, on s'en sert vraiment comme des outils de sensibilisation. On a une communauté en fait derrière tout ça. On est très suivis, notamment sur Instagram, sur Twitter et tout. Et on a besoin de ce nombre pour faire plier les marques, entre guillemets. On a commencé, au début, on commençait sur nos réseaux personnels, personne ne nous répondait. Au début de Pépite, quand il n'y avait pas grand monde sur les réseaux, les marques nous répondaient très salement, sans filtre, et en nous disant qu'on n'était que des féministes et qu'on n'avait pas d'humour. Un classique. Mais très vite, quand le nombre a augmenté, le nombre de gens qui nous soutenaient, qui nous envoyaient tout leur soutien et qui likaient ces posts ou mettaient des commentaires sur les pages des différentes marques, là, la réponse, elle a dû changer. Ils sont obligés maintenant, enfin obligés, rien ne les oblige, mais en tout cas, eux se sentent plus obligés de nous répondre de façon plus intelligente et plus réfléchie. Pour la plupart, on aura encore des réponses très sympas, et de changer les choses. Donc, et je dis ça pour Pépite Sexiste, mais il y a plein de collectifs qui se sont montés grâce aux réseaux sociaux et puis qui permettent, on en parlait là sur la diffusion vidéo de cette conférence, de prendre des gens de partout. En fait, on y reviendra très brièvement tout à l'heure, mais nous, on a monté des antennes dans d'autres pays, ce qu'on n'aurait jamais pu faire si on n'avait pas des plateformes comme les réseaux sociaux, etc. Nos bénévoles, j'ai fait une réunion bénévole hier, rien que pour des bénévoles qui travaillent sur les pages françaises. J'en avais 2 qui étaient en Belgique, une qui était en Allemagne, une qui était dans le sud de la France. On a besoin, enfin ouais, c'est un outil merveilleux pour de lutte aussi. Bah justement, continuons. Vous êtes en effet énormément développé à l'international, avec nous vendons des antennes un peu partout, en Turquie, au Japon, en Angleterre, etc. etc. Est-ce que les stéréotypes sont les mêmes est-ce que les stéréotypes montrés dans les différents pays sont les mêmes? Et est-ce que du coup aussi votre lutte contre ces stéréotypes est le même? Alors, effectivement, on a ouvert 19 antennes. Enfin, en fait, c'est des bénévoles d'autres pays. Au début, c'était des Françaises installées à l'étranger qui nous ont contactés pour savoir si elles pouvaient faire pareil dans leur pays. On était là, oui, et on va vous donner toute notre méthode, vous accompagner. Donc faites-le, et avec grand plaisir. On a la chance d'être sur... Oui, on a la chance d'être sur tous les continents. En fait, ça nous permet de récolter des données aussi et de savoir ce qui se fait ailleurs. Donc, effectivement, en Europe, c'est un peu toujours les mêmes stéréotypes qui sont montrés, etc. Mais après, c'est hyper différent en fonction des continents, des cultures, etc. Souvent, on peut constater que la femme est toujours dans la cuisine. Ça, c'est vraiment partagé dans le monde entier. Mais sinon, il va y avoir des différences culturelles. Effectivement, il y a des pays où il y a énormément d'objectification de la femme. Il y a des pays où pas du tout. Ça va être plutôt le rôle de la femme au foyer qui va être surdéveloppé et l'unique modèle féminin de la publicité. Donc il y a des différences culturelles comme pour tout, et pour les moyens de lutte aussi, il y a des différences culturelles. Vous imaginez bien qu'en Turquie et en France, cette militante féministe, c'est pas le même engagement, le même courage aussi non plus. Donc parfois, il y en a qui utilisent moins l'humour, mais plus des faits, plus des chiffres vraiment étayés et tout pour appuyer leurs propos. Nous, on a choisi l'humour, mais voilà, on peut pas faire ça dans tous les pays. Il y a aussi des différences où en France, on a la chance de pouvoir s'approprier une publicité pour la dénoncer sur les réseaux sociaux. C'est un petit flou juridique. Pour informer, on a le droit de s'approprier quelque chose qui n'est pas à nous, en tout cas les publicités. C'est pas le cas dans les autres pays, donc il y a eu des plaintes qui ont été déposées. Mais l'association est basée en France, du coup c'est la juridiction française qui s'applique. Donc pour l'instant, on peut continuer à faire ça dans le monde entier. Merci. Forcément, là, on a parlé de beaucoup de concepts, une fois de plus, etc., du fait que ça progressait, mais qu'il y a encore de la marge pour progresser. Or, pour progresser, il faut savoir aussi, il faut pouvoir mesurer. Et donc, nous, en RSE, au sens large, cette fois-ci, la mesure est hyper importante. Il faut savoir d'où on part pour pouvoir aussi voir si on progresse, si au contraire, on fait moins bien les choses, etc. Et donc, on sait qu'en France, finalement, on est assez restreint parce que la loi nous empêche pas mal de choses au niveau de la, on va dire, comptabilisation de ces sujets de diversité et inclusion, ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres pays comme les États-Unis, par exemple. Pour autant, il existe quelques outils. Je te regarde, toi, Magali. Tu as parlé du bilan que vous faites. Il y a aussi l'outil de l'UDM sur la grille, pour le coup, d'analyse de récurrence des stéréotypes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et est-ce que ça suffit?
Alors moi, je ne suis pas l'Union des marques, hein, mais effectivement, pour bien connaître quand même, puisque j'en parlais, c'est suite à cet engagement qui a été pris d'abord dans le cadre du CPP, hein, que l'Union des marques a développé cette grille qui consiste effectivement à traquer la récurrence des stéréotypes dans les communications, donc à faire un diagnostic de ces communications. Donc les marques se saisissent de cette grille qui a été co-construite quand même avec des parties prenantes, et notamment avec Sylvie Pierre Brossolette, hein, qui à l'époque était au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont l'ARCOM aujourd'hui. Et c'est effectivement à travers cette grille que les marques vont pouvoir détecter la récurrence des stéréotypes et voir pour une représentation plus équilibrée dans les publicités. Alors voilà, on parlait des femmes qui sont en train de faire la cuisine. Mais effectivement, ça pourrait être à partir de cet exemple-là, pour une marque, de dire, bon ben voilà, j'ai représenté une femme dans la cuisine. C'est une réalité sociale, elle est aussi dans la cuisine, mais c'est bien que je représente aussi un homme dans la cuisine, donc vraiment chercher l'équilibre. Donc c'est l'objectif de cette grille. Et après, évidemment, voilà, comme tu l'as dit, il y a les bilans qui permettent de voir aussi les tendances, les bilans réalisés par l'ARP. Donc ça, c'est pour la mesure après. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on peut faire en amont pour éviter de mettre en avant des stéréotypes et de mieux représenter aussi la diversité dans la communication. Nous, chez Publicis, on a lancé il y a un peu plus d'1 an une charte qu'on a établie avec l'ARP, avec France Télévisions, puisqu'ils ont leurs mêmes problématiques, et le collectif 50-50, dont je parlerai un peu plus tard aussi, qui s'occupe des problèmes de diversité dans le cinéma. Donc on a mis en place une charte pour l'interne et pour nos clients pour justement mieux représenter et plus représenter cette diversité. Il y a un autre outil qui est hyper intéressant auquel vous avez contribué, les chiennes de garde, avec Comment. Est-ce que tu peux nous en parler pour justement éviter en amont, pendant la conception créative, de tomber dans ces stéréotypes? Oui, absolument. En fin 2016, nous avons travaillé, on a co-construit une grille d'analyse qui s'appelle le Kit de la communication non sexiste. Nous, on a apporté notre propre grille qui est visible sur notre site, notre grille d'analyse qu'on avait co-construite également avec des féministes québécoises qui étaient pas mal en avance sur nous sur ce sujet-là. Et en fait, grâce à la ministre en place à ce moment-là, Laurence Rossignol, on a réussi donc à créer ce kit de communication non sexiste qui avait le label Ensemble contre le sexisme par le gouvernement, et l'association Toutes femmes, toutes communicantes, qui était très impliquée, qui avait fait un petit film, donc c'était le 8 mars 2016, et le kit de communication non sexiste, on l'a distribué, on l'a produit le 8 mars 2017, c'est ça. Et depuis le 8 mars 2016, il y a un petit film, une petite vidéo qui s'appelle « No more clichés », qui circule et que je vous invite à aller voir parce que franchement il est très rigolo. Et ça, oui, il est très humoristique sur justement tout ce qui est sexisme dans la publicité, dont on ne se rend pas toujours compte, mais qui était effectivement, qui est aujourd'hui un petit peu daté. Mais enfin bon, qu'il est quand même très intéressant de regarder. Donc ce kit de communication non sexiste est disponible. J'en ai donné des exemplaires print là, mais sinon il est disponible sur Internet. Et c'était assez intéressant que justement enfin un ministère, enfin une institution officielle se préoccupe de ce sujet du sexisme dans les images. Tout à fait. Alors justement, là, on a vu beaucoup de choses, on a échangé sur pas mal, une fois encore, de concepts, mais aussi comment est-ce qu'on peut progresser sur ces sujets. Maintenant, on va voir quelques cas pratiques pour se rendre compte si justement c'est bien ou pas mis en avant. Juste pour info, avant qu'on regarde les premières images là, qui sont en train de se mettre sur vos écrans réciproques, on a essayé de chercher des cas qui étaient assez récents. Donc, c'est plutôt concentré sur les dernières années. Vous allez voir, encore beaucoup de cas en 2022, 2021 et 2020. Certains datent de 2017. On en a pris un vieux dans les plutôt bons cas, on va dire, sur le handicap, parce qu'on revient sur une problématique dont on a parlé tout à l'heure, qui est le fait que
finalement, dans le handicap, il y a encore peu de best case. Donc là, exceptionnellement, on a une campagne, je crois, qui date de 2003, qu'on va vous montrer. Mais donc, ces images ont commencé Vous êtes en train de regarder la fameuse pub carrelage dont Marie-Noël parlait tout à l'heure. Il y en a plein d'autres. Oui, il y en a un certain nombre d'autres encore qui existent, puisque comme vous le voyez, là, on est entre 2019 et 2022. Donc oui, ça existe encore. Heureusement, c'est minoritaire, mais ça existe. Donc il faut qu'on continue tous à être vigilants. Magali, Marie-Noël, quelques commentaires sur cette première salve, on va dire, de communication? Vaut mieux peut-être toi. Je peux en parler aussi, mais pour la publicité carrelage, hein, donc c'est un récidiviste en réalité, puisque c'est pas le premier avis qui a été rendu par, en tout cas c'est pas le dernier avis qui a été rendu par le jury de déontologie publicitaire. Donc c'est présent sur le site internet de l'annonceur, qui ne l'a pas retiré, qui a d'ailleurs apporté de longs arguments au jury, puisque le jury a cet avantage, et Marie-Noël le sait bien, c'est le principe du contradictoire, c'est-à-dire vraiment il y a une confrontation des arguments des parties qui d'ailleurs se voient et échangent aussi au moment de l'analyse par le jury. Il est même remonté jusqu'à une jurisprudence de la Cour de cassation pour défendre son projet en disant qu'il n'y avait pas de nudité. Donc voilà, donc en fait il y a un argument, et le jury a décidé, comme c'est un récidiviste, donc de faire un communiqué qui est présent sur le site du jury, voilà, qui a été diffusé. Oui, alors je précise toujours sous ton contrôle que le jury n'émet qu'un avis, hein, en fait. Donc sur le site de l'ARPE, il est noté un avis favorable ou défavorable, mais il n'y a rien de contraignant, hein, ni alors financièrement, ni d'un point de vue communiqué, justement. En revanche, tu parles on montre ce carrelage. Donc sur le site, je ne savais pas que c'était uniquement sur un site web, mais moi j'en ai posté, je dirais, une dizaine. C'est toujours des carreleurs, et c'est toujours, donc elle a le carreau à différents endroits de son corps. Là c'est particulièrement extra, parce qu'en plus elle a des talons aiguilles rouges. Elle est nue avec des talons aiguilles rouges. Mais moi j'en ai vu, on m'en a envoyé sur l'autoroute. Enfin, sur les sorties d'autoroute, là, sur les bretelles d'autoroute, des énormes 4x3 avec des femmes qui avaient juste le carrelage sur le pubis. Donc, bon, je ne sais pas à quelle vitesse on est sur une bretelle d'autoroute, mais bon, c'est quand même un peu surprenant. Voire dangereux. Voire dangereux. Donc, effectivement, il continue à faire beaucoup de pubs tout à fait en objectivant les femmes et en ne changeant pas d'avis, puisque manifestement, il y a beaucoup de marques qui font ça. Peut-être Magali. Oui, peut-être préciser quand même sur le jury de déontologie publicitaire, même si je ne suis pas habilitée à parler au nom du jury, mais le jury de déontologie publicitaire publie un avis, mais ensuite, effectivement, cet avis est repris, on le sait, hein, sur les réseaux sociaux. Il est envoyé à l'ensemble aussi, il faut le savoir, hein, de la profession, les avis qui sont rendus par le jury. Alors, les avis du jury, c'est fondé sur l'autorégulation, hein, sinon, si on était dans le cadre de la loi, évidemment, c'est à la juridiction. Donc l'autorégulation, le principe, c'est le name and shame, c'est-à-dire évidemment une atteinte réputationnelle qui, vous le savez, est très importante pour l'image de la marque. Alors ça a des conséquences aussi financières, hein, parce que quand il y a un retrait de la publicité, bien sûr, ou que la publicité ne peut plus être rediffusée, ça oblige évidemment à revoir à la fois l'ensemble de la réservation des espaces publicitaires, mais aussi même un produit, hein, lorsqu'il va être lancé. S'il n'y a pas de communication pour l'accompagner, c'est vraiment aussi, j'allais dire, économique. Donc, oui, mais il faut préciser en fait que toutes ces, en fait, sont des boîtes de carrelage. Hein. Ce sont des entreprises de carrelage qui en fait, ce sont des négociants dans les zones industrielles, enfin dans les zones commerciales d'un certain nombre de grandes villes. Hein. Ce ne sont pas des marques. Je pense que c'est là que c'est plus compliqué, parce qu'au fond, eux, ils s'en fichent complètement, puisqu'ils sont localement connus. Ils se fichent d'avoir un name and shame. Ah oui, ils proposent d'autres produits sur ce site-là, oui, effectivement, que oui, le oui, carrelage. Oui.
On va passer à la slide d'après. Donc là, vous aviez quelques exemples d'utilisation du corps de la femme. Moi, j'avoue que celle-là est assez particulière. Pareil, Marie-Noël, un petit commentaire. La bière, en ce moment, effectivement, fait beaucoup d'efforts pour être très, très sexiste. Donc, il y a des noms de bières absolument incroyables dont je ne vous parlerai pas. Ah non, pas toutes, heureusement. Mais bon, voilà, des brasseurs probablement nouveaux qui ont des noms de bières et des femmes, effectivement, soit complètement stéréotypées comme ici, puisqu'elles sont en tenue bavaroise, j'imagine, mais aussi en petite tenue sur des canettes de bière présentées de façon extrêmement sexiste. Je suis quand même très très frappée parce que je ne comprends pas pourquoi la bière est particulièrement... le secteur de la bière se développe un sexisme sur Internet, bien souvent, et dans les vitrines aussi. Et ça date de si je peux me permettre, c'est la double peine parce que c'est la bière et Béziers, la ville de Béziers aime beaucoup communiquer en son nom avec des trucs soit très racistes, soit très sexistes, et on en reçoit énormément. Ils font la totale. On va passer après. Alors, en préparant ce débat, on était assez surpris du retour, parce qu'on peut appeler ça comme ça quand même. Il y a une petite vague de retour du fameux mouvement porno chic. Il y a cette slide et celle d'après. Magali, un commentaire sur ce petit retour. Marie-Noël, pareil. Moi, je dirais que c'est extrêmement problématique, en général, ce qui est objecté, c'est que c'est de l'art. Très souvent, ce sont effectivement de très grands photographes, en général masculins d'ailleurs, qui prennent ces photos et que Yves Saint-Laurent plutôt, est extrêmement coutumier du fait j'imagine, du contrat avec ce grand photographe dont j'ai oublié le nom, franchement. Et je pense que Yves Saint-Laurent se retournerait dans sa tombe parce que c'était pas du tout... quand on reprend sa façon de penser, justement, la publicité pour ses produits, pour ses vêtements, il n'avait pas du tout cette idée-là. Donc, je trouve ça extrêmement choquant. On a quand même réussi, notamment sur les stilettos à roulettes, avec des positions absolument effrayantes, à les faire, avoir un avis extrêmement défavorable, rapide du GDP. Oui, alors je voudrais compléter, c'est quand même un avis de 2017, donc voilà. Donc c'est Yves Saint-Laurent. Donc il faut savoir que sur les campagnes Yves Saint-Laurent, donc qui ont engendré des plaintes. Même le président de l'ARP, donc au nom du conseil d'administration de l'ARP, donc au nom de la profession, est intervenu auprès de la marque et bien sûr est intervenu pour déposer une plainte au jury, puisque c'est prévu par le règlement intérieur du jury qu'il peut y avoir dans le cadre d'une procédure d'urgence. C'est pour ça que effectivement le jury a rendu un avis. Donc voilà, mais je pense que Yves Saint-Laurent a évolué depuis cette date-là en tout cas. Après, si sur les sacs, non. Hein. Sur la maroquinerie, non. Sur la maroquinerie, l'année dernière, il y a eu des actrices nues dans leur lit avec un sac qui cachait opportunément ce qui ne devait pas être montré. Alors sur Guess, si je oui, si tu veux. Et puis après, il y a une slide après où on n'est pas que sur le domaine du luxe. Mais non, je voudrais rebondir juste sur la partie porno chic, parce que ça a été quand même un gros sujet dans 2000. Donc, toujours d'actualité. On ne l'a pas constaté dans le cadre du bilan. Donc je voudrais quand même juste dire pour Guess, puisque là, Yves Saint-Laurent, on est en 2017, pour Guess, je pense que c'est de l'affichage sauvage quand même. Donc, on sait avec Caroline que le Conseil paritaire de la publicité s'est saisi de ce sujet-là qui pose grande difficulté, mais ce n'est pas un affichage classique. Voilà. Oui, mais tu sais donc, que les marques adorent l'affichage sauvage. Hein. Et effectivement, on n'a pas vu, nous, dans le cadre du dernier bilan, donc sur la période 2021-2022, de retour du porno chic. Donc, parce que là, du coup... Très, très rapidement, juste sur le sac jaune, j'ai fait un Que vend cette quiz, donc là c'est coupé, mais c'est Desigual qui a sorti ça le mois dernier. Et on a été... Alors, je suis surprise qu'une marque espagnole qu'on pensait un tout petit peu plus avancée que nous sur ces sujets-là sorte une campagne comme ça. Et pour le coup, c'est pas de l'affichage sauvage, c'était vraiment à tous les arrêts de bus des écoles, etc. Après, oui, il faut rappeler que tout ce qui est affichage sauvage, du coup, n'est pas pris en compte, puisque c'est pas de la communication
officiel Mais, et légal. mais du le coup, jury se prononce bien tout sûr à fait, sur ce ouais. type d'affichage. Hein, Mais en du même coup, temps. ça peut passer au travers de bilans. Oui, là, ce qui était aussi intéressant, c'était de voir qu'on avait aussi des marques maintenant du quotidien. Alors, celle de droite, en l'occurrence, celle de gauche. Alors, toutes ces campagnes ont fait l'objet, pardon, j'ai oublié de le dire, c'est important, de plaintes auprès du JDP. Hein, donc, on ne les a pas choisies au hasard non plus. Peut-être, je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord sur celle de gauche, qui Non, est en fait pour un vibromasseur. Oui, absolument. C'est sur un sextoy. En fait, c'est un crossbinding entre Diesel et Lilo, je crois. Effectivement, avec pour nous du male gaze, les fesses en avant. Et moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit mais enfin, elle l'a perdu son sextoy, elle le cherche sous le canapé. Bon, donc il y a quand même alors effectivement, elle est habillée, mais elle a une position. Qui est quand même assez, comment dire, connotée. Et effectivement, malheureusement, et c'est pour ça que je parlais du fait que le nouveau jury, à mon avis, était moins sensibilisé au sexisme que l'ancien, ils n'ont pas trouvé à redire quoi que ce soit. Alors, en même temps, en effet, le jury a déclaré cette plainte Non non fondée. Parce que finalement, il y a corrélation, entre guillemets, entre le produit et l'image. Et aussi, j'allais dire, parce que c'était une communication qui était diffusée sur le site, donc dédiée à la vente des sextoys. Donc, c'est pour ça que le jury s'est prononcé. Donc, il a analysé, j'allais dire, la posture, tout en disant qu'elle était érotique quand même, mais que le mannequin était habillé et pas dénudé, et que c'était sur le site dédié à la vente de sextoys et pas sur le site de la marque, en fait. Donc voilà la position du jury. Mais c'est parce que c'est un cas d'espèce. Autre cas sur lequel vous n'êtes pas d'accord, de mémoire, celui-là, pareil, il y a eu une plainte qui a été déposée au JDP pour Naturalia, donc une campagne de 2019 qu'on trouvait intéressante de remettre, même si elle date un tout petit peu, justement parce que vous n'êtes pas d'accord, Marie-Noëlle. D'abord parce que ce sont des morceaux de corps et que un des items de notre grille d'analyse, c'est que les femmes sont objectivées quand ce sont des morceaux de corps, notamment quand elles n'ont pas de tête, hein, bien sûr, ni de regard, puisque en fait c'est le visage et surtout les yeux qui humanisent les personnes, parce que la photo du milieu, l'image du milieu représente un corps de femme, donc encore une fois morcelé, avec les fesses bien en avant et une culotte qui est très très échancrée, et que bon, je pense que Naturalia pouvait faire autre chose que montrer ces corps de femmes avec donc une figue et une amande qui représentent en fait des noms doux du sexe féminin, mais justement le fait de ne pas avoir de regard est un problème. Et à l'inverse, le jury a estimé que cette campagne répondait en effet aux règles déontologiques de la RPP sur le sujet. Alors là, le jury, comme l'ARP, puisqu'on avait délivré un conseil avant diffusion, oui, par rapport à l'intention, c'est-à-dire que ce qui était présenté pouvait justifier la présentation et que ce n'était pas indécent ni une atteinte à la dignité de la femme. Mais effectivement, on le sait, dans ces sujets, des fois, il y a des différences d'appréciation. Là, c'est de perception. Voilà, c'est compliqué dans ces Oui, cas. mais c'est tout à fait vrai. C'est vrai que ça n'est ni indécent ni dégradant. C'est juste sexiste. Alors là, le jury, parce que c'est pas tout le temps le cas, hein, le jury ne donne pas toujours raison à l'ARP en regard de ses conseils délivrés ou des avis en télé, mais là, le jury a suivi le conseil de l'ARP, mais s'est prononcé surtout au regard des arguments des plaignants, donc le principe dit contradictoire, parce qu'on voit bien que dans son raisonnement, il a bien mis en balance à la fois les arguments de la marque et vos arguments. Alors, même s'ils sont rares, il y a quand même quelques exemples de stéréotypes ou de sexisme masculin. Renova.
Ah oui, c'est exactement ce que je viens de dire. L'homme n'a pas de visage, pas d'yeux, donc il est un objet, il n'est qu'un corps avec ses plaquettes de chocolat et le papier qui est devant le pubis. En fait, c'est comme un accessoire. Hein. Et c'est très intéressant d'avoir mis les deux images l'une après l'autre, parce que pour moi, alors c'est vrai qu'elles ne sont pas dénudées, mais l'intention est la même, quoi. Et en fait, c'est comme un présentoir. Alors là, c'est encore pire, c'est un présentoir de papier toilette, mais parler des figues et des amandes et des abricots et tout ça. Je ne sais pas si on va avoir la campagne de Viva la Vulva, qui était bien plus intéressante et bien plus intelligente et pas du tout sexiste, justement. Alors, je sens qu'on accélère parce qu'on doit être en retard. On me fait signe qu'on est en retard. Donc, c'était important quand même si et on a eu du mal à en trouver, donc c'est pour ça qu'elle remonte à 2018, de parler d'exemples de rôle. Et donc ça, c'est une campagne Uber de 2018 où Marianne est chauffeur Uber, mais maman avant tout, et Faudil est lui, jeune chef d'entreprise avant tout, Magali. Il y avait un troisième visuel d'ailleurs, mais qui n'a pas fait l'objet de la plainte. Oui, donc là, le jury a considéré que ça assignait la femme dans un rôle qui était contraire à la recommandation, hein, puisqu'on en a parlé, idée d'infériorité, donc au regard de la responsabilité et du rôle de la personne dans la société. Donc je me permettrai juste de dire, bon, c'est vrai que ça date de 2018. On n'a pas reçu d'autres plaintes, hein, le jury, sur ce sujet-là. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt bon signe quand même, parce que nous, on pensait justement que ça serait ce sujet qui prendrait peut-être le dessus. Donc ça veut dire que aussi tout le monde a quand même intégré cette alors juste représentation, je ne sais pas, mais cette représentation. Ce que je voulais dire, c'est que si on avait eu que ce visuel de Marianne, bien il n'y aurait pas eu de réaction. C'est aussi parce qu'on a le pendant, c'est-à-dire une différence de traitement entre le visuel pour la femme et le visuel pour l'homme. C'est pas forcément réducteur de dire, bon, maman avant tout, même s'il y a les termes avant tout quand même, mais ça aurait permis évidemment d'éviter ce type de réaction, j'imagine, parce qu'une campagne prise isolément, on en parlait tout à l'heure, ça ne doit pas non plus... on ne peut pas dire aujourd'hui, demain, on ne va plus faire de campagne où il y a écrit que la personne, elle est maman. Donc, ça serait évidemment... et ce que je voulais aussi préciser, c'est que Uber a fait faire ses campagnes avec les personnes qui sont mises en scène dans cette communication. Et c'est donc la personne en question qui a souhaité se mettre en représentation de cette manière-là. Donc, et ça, on l'a eu déjà dans le cadre d'avis qui ont été rendus dans le jury, où des personnes sont venues témoigner en disant « mais moi, je voulais me mettre dans cette situation-là en termes de représentation ». Donc, c'est aussi les mentalités individuelles qu'il faut faire évoluer. Oui, alors c'est vrai, sauf que quand on a parlé tout en début de ce débat de l'interversion des rôles, là, tu vois que si on met Marianne, chauffeur avec Uber, et jeune chef d'entreprise, ou Faudil, chauffeur avec Uber et papa avant tout, ça fonctionne et ça ne met pas mal à l'aise. Alors que, donc je comprends aussi. Oui, hein, tout le diagnostic aussi qui doit être fait pour éviter la récurrence des stéréotypes. Mais si tu veux, quand tu passes dans le métro et que tu vois finalement cette définition de rôle, c'est un problème quand même sociétal, quoi. C'était affiché côte à côte. Hein, oui, c'est ça. Oui. Et tu disais, c'est les personnes qui se sont décrites comme ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un cercle vicieux, vraiment. C'est forcément, elles ont vécu dans la même société que nous et reproduisent des stéréotypes aussi. Et c'est pas leur métier de communiquer, donc c'est pas à elles forcément d'avoir le dernier mot. Quand le résultat c'est ça, il faut aussi qu'il y ait un problème avant de l'afficher partout dans le métro, quoi. Oui, c'est vrai que pour le coup, la RSE d'Uber, pour moi, est fautive. On enchaîne justement avec quelques pépites. On va en montrer plusieurs. Tu nous fais des commentaires. Je vais faire les commentaires rapides. J'ai pris des très récentes de ce mois-ci pour montrer l'accumulation. Vous n'êtes jamais en grève. Nous, on n'est jamais en grève. Jamais en grève, jamais de temps de repos. On fait ça 24 heures sur 24. On reçoit énormément de messages tous les jours. Juste très rapidement, mais au tout début, on était 3, du coup, Charlotte et Marion Vaquero
et moi-même à chercher les pépites. Maintenant, on reçoit des centaines de messages par jour, donc c'est un peu compliqué à suivre. Mais je voulais vous montrer que donc, les grands groupes continuent quand même. Là, c'est le dernier catalogue de Leclerc, qui devrait être avec sa marque de textile et qui met pour le blouson, alors pas de taxe rose, mais modèle garçon, élément réfléchissant pour la sécurité, modèle fille, touché ultra doux. Je trouve ça fou que Leclerc en 2022 puisse laisser passer des stéréotypes comme ça. Le message derrière, je ne le comprends pas. Et puis un qui a fait plus polémique, mais que je voulais montrer quand même parce que c'est du sexisme ordinaire en fait, et il y en a vraiment partout. C'est le parc Astérix où les 2 t-shirts qui sont proposés, il y en a d'autres, mais c'est héros de père en fils et coquette de mère en fille. Je voulais juste le revenir dessus parce que pourquoi ça nous énerve, c'est que c'est systématique. S'il y avait plein d'autres représentations avec ces t-shirts, ça ne nous poserait pas de problème, mais c'est juste le fait que ça soit systématiquement les mères et les filles qui soient ramenées à la beauté et les pères et les filles qui soient ramenés à l'héroïsme, à la force, à l'aventure, etc. Et c'est ce truc systémique qui nous énerve. C'est l'injonction au virilisme. Hein. Exactement. On n'a pas parlé de ça, mais l'injonction au virilisme est aussi très compliquée à absorber, enfin, ou plutôt à ne pas absorber par les hommes. Oui, complètement. Déconstruire, oui. Merci. L'exemple d'après est assez intéressant. Ça rejoint les sujets dont tu parlais tout à l'heure, Oriane. Ça rejoint aussi le côté méconnaissance aussi de règles. Alors là, on n'est pas sur de la pub au sens classique du terme, par des petits annonceurs, etc. Tu nous en parles rapidement. Donc, dans un rayon, on va marquer trop très gêné rapidement. face à du coup, donc il y a des tampons, des protections pour les fuites urinaires, etc. Pour femmes, beaucoup de tampons, de serviettes. Alors moi, cette affiche, je l'avais déjà vue dans mon Monoprix au rayon PQ, marqué trop gêné, pensez à commander en ligne sur monoprix.fr. Là, ce qui nous a dérangé, c'est que donc c'est le magasin, celui qui a reçu ces affichettes, a décidé de les mettre au rayon hygiène féminine. Ce qu'on voulait démontrer, en fait, c'est qu'il n'y a pas de tabou des règles et qu'on ne peut pas être trop gêné d'acheter des tampons. Renforcer cette image, c'est grave pour nous. Mais c'est pas Monoprix, voilà, c'est ce qu'on voulait dire, c'est que c'est pas Monoprix qui a dit mettez ce panneau au rayon femmes, d'ailleurs sinon il y aurait peut-être un E à trop gêner, mais que ça a semblé logique au directeur du magasin ou au chef de rayon de mettre ce panneau au milieu des tampons. On en revient à des sujets de pédagogie, de sensibilisation qui doit descendre vraiment jusqu'au point de vente. Un dernier exemple de pépite. Du coup, pour revenir sur la taxe rose, là, les shampoings Corinne de Farm, donc ça c'est chez Carrefour, on a 19 centimes de différence. On les poste pas tous parce que sincèrement, on reçoit des cinquantaines de messages par jour comme ça. Là, ce qu'on voulait montrer, c'est que c'était le distributeur qui avait appliqué la taxe rose. Corinne de Farm, la marque, nous a répondu, elle n'était pas très contente d'être affichée sur notre page. Sauf que c'est un peu la double peine parce que du coup j'ai été vérifiée sur leur site et le Corinne de Farm rose avec réponse dessus, la description c'est pour les cheveux de vos petites princesses et sur le Spider-Man c'était pour les héros du quotidien, votre petit garçon sera ravi. J'avais dommage d'avoir ouvert sa bouche, du coup sinon je n'aurais pas été vérifiée. Mais voilà, ça reprenait un peu pas mal de trucs. Quand même, les visuels sont hyper sexistes. Les visuels de toute sont façon, complètement. Je ne vois pas pourquoi. Vous avez eu 2 fois raison de l'afficher. On va passer rapidement, on va peut-être pas montrer le film, mais juste Magali, c'est un film qui est sur qui utilise des accents régionaux. On n'en a pas du tout parlé, mais là aussi il y a des stéréotypes. Peut-être un petit mot rapide là-dessus. Oui, parce que finalement, l'accent, ça fait partie des stigmatisations qui peuvent aboutir à des discriminations. Donc, ce film représente des biscuits d'apéritif humanisés. Et par les accents qui prennent, finalement, on leur demande à chaque fois de prendre un accent différent en disant qu'ils n'auront pas le rôle. Donc il y a ça aussi, hein, cette mise en scène-là, même si elle est très humoristique. En tout cas, c'est un avis qui a été rendu par le jury de déontologie publicitaire et qui a considéré que c'était une application des dispositions de la recommandation image et respect de la personne sur le point dont je vous citais, c'est-à-dire, et on en parlait au tout début, c'est pas de stéréotypes sexistes, mais bien d'autres stéréotypes qui sont dégradants, stigmatisation dégradante. On enchaîne sans transition. C'était des Marie-Claire l'année dernière pour le 8 mars. C'est exactement ça, oui. On a vu ces couvertures apparaître avec 8 femmes engagées. Alors, pour être honnête, nous, on s'est dit dans un premier temps, mais c'est super. Tout le monde s'est dit ça, moi aussi. La couverture, elle est magnifique, à double titre, parce que c'est la première fois en France où on voit une femme en situation de handicap sur une couverture de mag. La symbolique, elle est très forte.
Mais à quelques détails près, on en revient aux caractéristiques de personnes en situation de handicap. Ici, on la résume à son fauteuil roulant, qui n'est absolument pas le trait principal de sa personnalité, ni encore de sa féminité. Donc, pourquoi on n'a pas pu faire, comme avec Aïssa Maïga, un focus, un zoom sur la beauté de son visage, ses lèvres, peu importe. Mais là, on voit qu'on est encore pris au piège de notre vision étriquée du handicap. Je rappelle juste que le fauteuil roulant est utilisé à 2 à 3% par les personnes avec une déficience motrice. Donc, là, c'est quoi, c'est 300 000 personnes, même pas, je crois? Non, même pas. Même pas. Hein, même pas. Donc, en France, donc c'est une minorité et pour autant... On ne saurait donc résumer une personne à un fauteuil roulant. Et c'est vrai qu'il y a un vrai sujet à la fois de cadrage, on va dire, parce qu'en fait, on parle de ça, et de mise en avant, du coup, de la personne et pas de son handicap au sens premier du terme. Et il y a une autre chose aussi que ça sous-entend pour nous communicants, c'est que, et en même temps, ça peut se comprendre, mais le fauteuil est quand même souvent utilisé dans les communications quand on met en avant des personnes en situation de handicap. Souvent aussi parce que par rapidité, quand je parle de film, on a 30 secondes pour expliquer une situation. Et donc, si on veut montrer des personnes en situation de handicap dans des films, le fauteuil est assez immédiat en termes de compréhension. Pour autant, et nous, on l'a vu avec aussi d'autres des clients avec qui on met en avant des personnes en situation de handicap en fauteuil, mais aussi d'autres handicaps, on peut aussi arriver à mettre en avant d'autres handicaps que juste la mobilité. L'exemple après est un peu sur le même style, finalement. Oui, tout à fait. Mais je dis simplement parce que je comprends que c'est une technique pour attirer l'attention sur la personne, sur la publicité. Étant donné qu'on a 1% de personnes sur les 25 dernières années en situation de handicap présentes dans les médias, dans la publicité, c'est quand même très faux quand on sait les préjugés, les conséquences des préjugés sur le handicap. Là, on voit une femme qui est tout à fait négligée et on voit en gros cette fille ne peut rien faire. Pour moi, c'est totalement un échec dans la communication parce que pour les personnes qui ne s'arrêtent pas pour lire en bas, ne vous fiez pas aux compétences, ne vous fiez pas à l'apparence, fiez-vous aux compétences, on passe à côté du message. Alors que potentiellement, on peut se dire ça va créer de l'impact. Et justement, parce que cette phrase crée de l'impact, on va s'intéresser au reste. Toi, tu dis, finalement, sur des personnes en situation de handicap, ça renforce? Non, parce qu'elles ne sont pas présentes réellement dans la publicité. Si on les voyait assez régulièrement et qu'on n'avait pas ces préjugés qui étaient lourds de conséquences, là, ça passerait, mais là, ça ne passe pas du tout. Et tu nous as demandé de mettre à gauche l'autre image, parce qu'il y avait quelque chose... Parce que finalement, on n'a même pas besoin de message. Quand on voit la femme à droite, à gauche, elle a à peu près le même handicap, elle est juste à prêter, on n'a pas besoin de message, on va s'arrêter, on va considérer la personne. Elle est moins négligée aussi. Absolument. Dans la façon dont elle est habillée. Promis, on accélère, mais celui d'après, on ne peut pas ne pas s'arrêter au moins quelques secondes. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est juste un bad buzz? Qu'est-ce que c'est? J'ai du mal à comprendre, en fait. J'ai du mal à comprendre. On renforce les préjugés, on infériorise davantage. Mais j'ai adoré la réplique de Puff Daddy, qui a fait extampiller un T-shirt avec « The coolest king in the world ». Voilà. Great. Une autre campagne après, déjà pareil, quelques commentaires sur This is Family. Oui, River Island a fait quand même beaucoup de communication sur l'inclusivité, sur la diversité. Donc, moi, je trouve bien cette campagne. Après, est-ce qu'on surfe sur la vague? Ça, je ne sais pas du tout. Mais avant, en 2019, il y avait une autre campagne sur le même style. Donc, on voit quand même qu'il y a une volonté d'aller en avant avec l'inclusivité dans la communication chez River Island. Et alors là, pour le coup, ça a été taxé de social washing au sens large, puisque l'entreprise ne fait que peu de choses, notamment pour les personnes LGBTQI+. Et donc, du coup, ça a été quand même assez bad buzz, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, même si la campagne a cette faculté de montrer une diversité assez large. Donc, on revient à la question dont on parlait tout à l'heure, qui est hyper intéressante. Slide d'après, on essaye de montrer maintenant aussi des bons cas, parce qu'en effet, on a dit quand même que ça s'est amélioré. Oriane ? Du coup, celle-là, elle date de la semaine dernière. Vous faites des pépites positives aussi de temps en temps. On en fait, mais comme je disais, on en fait de moins en moins. Et il y a débat dans l'association parce que
en fait, donner là une bonne note à H&M qui, en fait, il y a quelques années, nous mettait un enfant noir avec un sujet de singe dessus. Enfin, c'est assez compliqué. Et même là, j'ai trouvé celle-là, je la trouvais géniale. On a un bénévole sur Facebook qui l'a montré en disant bah voilà, pour une fois les déguisements, ça peut être pour les petites filles et les petits garçons pareil. En plus, c'est un petit roux, une petite fille qui est certainement d'origine asiatique. Enfin, on l'a trouvé super bien. Du coup, après l'avoir posté, j'étais creusée sur le site d'H&M et effectivement, pour les super-héros, il y a des petites filles, il y a de la représentativité. Par contre, pour les princesses, il y a que des petites blanches blondes en robe Disney. Donc, en fait, on peut pas, les marques peuvent. Enfin, je pense que les marques peuvent pas être parfaites et du coup leur distribuer des bons points comme ça, pour moi, c'est pas productif. Là, exceptionnellement, on va peut-être montrer le film parce qu'il a fait pas mal parler de lui et pour justement déconstruire les stéréotypes, c'est pas là et c'est une. Oriane, c'est toi qui nous en as parlé ? Oui, je l'adore parce que c'est mon quotidien. J'aime la bière, j'en bois avec modération bien sûr, et je mange encore de la viande quand je vais au restaurant et souvent quand je suis avec mon copain, mais pas souvent, lui boit beaucoup de mojito et prend plutôt du poisson et de la salade. Et récemment, on a fait un resto où pour une fois, on nous a pas apporté le plat, enfin on nous a apporté le bon plat qu'on avait demandé, mais sinon systématiquement, surtout pour les boissons, on pose la bière devant lui et le cocktail devant moi et ça me met hors de moi. En fait, tu as un vrai insight pour cette campagne. Dans notre jargon à nous. Rapidement aussi, la campagne de droite Nana, on l'a beaucoup vue. Je sais que tu l'apprécies particulièrement. Gillette aussi. Quelques commentaires rapides peut-être, Marie-Noël, là-dessus. Là, c'est vraiment... Parce que j'aimerais bien qu'on voit surtout aussi celle d'après, qui est hyper intéressante. Les images parlent d'elles-mêmes. Hein. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est justement de ne pas avoir de tabou et d'accepter. On parle de vulve. Voilà, ça s'appelle comme ça. Personne n'est gêné de parler de pénis. Donc, il ne faut pas être gêné non plus, ni pour les règles. Alors, les règles, il y a eu beaucoup d'efforts faits. Mais là, cette pub Nana... En fait, comme elle est sortie en même temps que la pub Naturalia, voilà, on a pensé que Nana, là, on aurait pu leur distribuer un bon point, sans creuser plus sur le reste. Mais voilà, c'était vachement plus intéressant et plus intelligent que Naturalia. Et Gillette, Gillette, je pense que c'est aussi très intéressant. Encore une fois, de l'injonction au virilisme, de voir des hommes différents. Et je pense que jusqu'à présent, alors je ne sais plus, non, c'était pas Gillette, mais enfin bon, il y avait des hommes qui parlaient de rasoir ou de mousse à raser, et il y en a une particulièrement qu'on avait détestée. La tête de l'homme était entre les seins d'une femme. Parce que c'était doux. Donc là, oui, bien sûr, bravo. Une diversité montrée. Oui, celle d'après, je voudrais qu'on s'arrête 30 secondes, enfin même un peu plus de 30 secondes, même si on va me détester de l'autre côté, parce que pour le coup, elle a fait énormément parler d'elle, montrer le corps d'une femme âgée. On a parlé très peu des stéréotypes par rapport à l'âge et le fait surtout que dans les communications, on avait plutôt tendance à montrer des personnes jeunes. Magali, est-ce que tu as quelques commentaires sur cette campagne qui a suscité pas mal de réactions, en fait, et positives et négatives? Alors, il y a eu des réactions sur cette campagne qui étaient négatives, mais sans argumenter. Donc, en disant cette publicité, je la trouve moche. Oui.
Voilà, donc c'est intéressant parce que ça veut dire aussi que les personnes n'assument pas ce qu'ils veulent dire. Donc en disant la publicité est moche, ça veut tout et rien dire en même temps. Donc bien sûr, c'est une publicité qui pour le coup est inclusive. Hein. La diversité des corps, c'est important de pouvoir la représenter dans les publicités et c'est une très bonne campagne. Déjà, la slide d'après. Alors, je le disais tout à l'heure un peu en introduction, on a pris beaucoup de campagnes récentes, mais sur le handicap, finalement, il y a peu de beaux cas récents. Donc là, ça date de 2003. Il y avait un film aussi super. Oui, qui est magnifique. On parlait de l'humour tout à l'heure, on parlait de la compréhension du partage. Là, en l'occurrence, on est dans la connivence, on est dans la proximité, on est dans la comparaison. C'est super efficace. Comparaison produit aussi, parallèlement. Oui, forcément. et puis on voit quand même qu'il y a des marques qui ont une longueur d'avance par rapport au reste. Voilà. Slide d'après, ce qui est intéressant là aussi, c'est le sujet de pouvoir, pour certains, en termes d'innovation, utiliser les mêmes produits pour tout le monde, les rendre accessibles à tous, le sujet de l'accessibilité, et d'autres, à l'inverse, ne pas hésiter potentiellement à investir des millions pour une cible particulière. Tout à fait. Là, on voit quand même une innovation en termes d'usage parce qu'on va adapter les outils qui peuvent parler à toutes les personnes avec des besoins spécifiques ou non. Et puis la campagne à droite qui s'adresse juste à une cible. La campagne, elle est bien faite, mais je veux juste qu'on aille un peu au-delà et qu'on fasse des produits qui parlent à tout le monde, pas juste à une cible. On va passer la pub juste après pour conclure par toute cette partie cas par une campagne. Donc on va passer celle-là qui était sur la diversité. Support is believing in yourself. Support ist Liebe. Support is essential. 就是力量。 Support is family. Suporte é tudo. Super chouette. Je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui de prendre en compte la diversité des corps pour pouvoir penser des produits. Moi, personnellement, en termes de soutien, j'ai du mal, du fait de ma scoliose, à trouver quelque chose qui me corresponde vraiment, qui soit confortable, qui soit esthétique, qui soit beau. Donc, je n'ai pas encore été testée. J'irai tester et je viendrai vous dire l'année prochaine. Tu nous diras si c'est du washing ou pas. Derrière. Exactement. On voulait terminer avec un clin d'œil, surtout pour toi, Marie-Noël. Et le hasard fait bien les choses. Vous l'avez peut-être vu, on va le voir juste après. Il y a une nouvelle campagne qui est sortie cette semaine et qui fait un clin d'œil à cette fameuse campagne des années 80. La fameuse campagne Myriam. Je pense qu'aujourd'hui, elle ne pourrait même plus envisager d'être 2 secondes sur les murs de Paris. Donc, pour rappel, c'était pour montrer l'afficheur à venir. Si tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Myriam qui montrait en fait que oui, ils étaient capables d'être très réactifs et de prouver ça par des affiches donc, qui disaient le 2 septembre, j'enlève le haut. Et en effet, le 2 septembre, l'affiche était changée. Le 4 septembre, j'enlève le bas. Et en effet, l'afficheur tenait ses promesses le 4 septembre. Il y a un clin d'œil. Donc, en effet, cette semaine est sortie une campagne qui fait référence. Le mannequin est la même, avec quelques années en plus. Le 2 novembre, j'enlève encore le haut. La pub, c'était mieux avant avec Géraudy, qui revient à Marie-Noël. C'était mieux maintenant. C'était mieux maintenant, pardon. Le lapsus. Oui, bien sûr. Mais c'est toujours l'objectivation des corps. Alors, c'est un clin d'œil à quand même une petite partie de la population. Parce que, effectivement, moi, quand j'ai vu cette pub, on était la révolution sexuelle après 68, avoir les seins d'une femme et ses fesses sur une affiche, c'était extraordinaire. Comme quoi, réellement, les mentalités ont terriblement changé. Bon, ça s'adresse à une population vieillissante, donc je vois pas bien pourquoi ils ont fait ça, parce que je trouve que ça n'a pas réellement de sens. Non. Alors, en fait, sur le sens, oui, mais comme Géraudy, là, on est quand même sur une campagne qui s'adresse. Finalement, c'est pas du B2B, mais pas loin, à des annonceurs, à des régies, à des agences comme nous. Et comme la campagne Myriam est quand même une réfence aussi dans la communication, je pense que on va voir ce que ça que ce soit grand public, si tu veux. Pour moi, quand je l'ai vu, j'ai dit mais il s'adresse à qui ?
Voilà, ça n'a pas vraiment de sens pour le grand public. Que ça ait été une campagne B2B aurait été plus intéressant. À mon avis. Je suis d'accord, moi ils m'ont fait stresser, donc j'avais pas la ref. Donc quand on m'a envoyé, je disais qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc j'y étais voir l'ancienne pub et tout, mais je la connaissais pas. Et puis je viens pas du milieu du marketing. Mais du coup, jusqu'au 2 novembre, ils m'ont fait super peur. Le matin du 2 novembre, j'étais prête à m'énerver. Donc, et puis le résultat, finalement, pour le grand public, forcément. Ça permet de faire un clin d'œil à la campagne passée, mais aussi c'est le même mannequin. C'est ça qui est. Merci beaucoup. On est très en retard. Pas du tout, si un petit peu. C'est le moment des questions-réponses. Donc sur Internet, ceux qui sont en ligne, vous n'hésitez pas. Est-ce que dans la salle, on va commencer par ceux qui ont réussi à braver la grève ce matin, est-ce que dans la salle, vous avez des questions, même si nous n'avons plus beaucoup de temps? Oui. Il y a une question là. Merci. Bonjour, merci pour tout ce qu'on a appris ce matin. On le voit, parfois le sujet est assez clair et ça saute aux yeux, et parfois c'est complexe, parfois même on n'est pas d'accord entre nous. Est-ce qu'il vous arrive, à chacune d'entre vous, parfois de ne pas avoir d'avis ou de dire tiens là c'est la limite et je ne sais pas? Je vais répondre alors oui, puisque du coup j'envoie une 50aine par jour ce genre de publicité, et c'est difficile juste de se dire je suis pas la juriste, le juge du sexisme en France, donc forcément c'est assez compliqué, parfois c'est un peu tendancieux, ou alors plus nous le problème qu'on va avoir, parce que je suis à 99,9% d'accord en général quand on m'envoie des pépites sexistes, je trouve qu'elles sont sexistes. Par contre, il y a la fatigue de se dire, mais en fait, ça va être très peu compris et du coup, on va juste se faire insulter pendant une journée, donc est-ce qu'on fait ça ou pas? Mais on le fait quand même beaucoup en se disant, on veut montrer l'accumulation. Même si c'est, bon, celle-là, peut-être ça passe. Ouais, mais en fait, sans de peut-être ça passe comme ça, on n'avance pas, quoi. Donc, voilà pour ma réponse. Alors, en 3 mots, je suis tout à fait d'accord, parce que nous avons été à ce point il y a une dizaine d'années. L'accumulation, c'était important. C'est pour ça qu'on a commencé aussi à être sur les réseaux sociaux et que ça a beaucoup réagi, parce qu'effectivement, quand on voit une pub sexiste par jour, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Et non, ça m'arrive rarement. En revanche, ça m'arrive de ne pas porter plainte parce que c'est trop compliqué. Pédagogiquement, ça ne sert à rien. Et donc, avoir la moitié des gens qui sont pour, la moitié des gens qui sont contre, nous, forcément, on est très sensibilisés et on a des lunettes de sexisme. C'est aussi pour ça que, comme avec l'asso Pépite Sexiste, l'important, c'est la sensibilisation, ou celle de Disa d'ailleurs, hein, l'important, c'est la sensibilisation, c'est la pédagogie, c'est essayer d'en parler à plus de monde possible pour qu'effectivement le grand public finisse par avoir ces lunettes de sexisme qui en fait sont quand même contraires au marketing qui veut gagner de l'argent avec justement un rasoir rose et un rasoir bleu, parce que c'est vraiment uniquement une question de porte-monnaie là pour le coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je regarde les questions? Moi, j'avais une question sur le fait que souvent, les discriminations sont dénoncées par les gens qui sont concernés directement. Est-ce que vous avez l'impression que ça évolue un peu? C'est-à-dire que le jour où un homme s'offusquera d'une remarque sexiste, que quelqu'un de blanc s'offusquera d'une remarque sur quelqu'un de noir ou d'asiatique, est-ce que vous avez des éléments là-dessus, ou est-ce que ça bouge pas trop? Moi, je pense que ça avance très bien dans ce sens-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus sensibles et sensibilisées. Donc la prise de conscience, elle est là. Il y a des hommes qui se plaignent, enfin Marie-Noëlle le sait, mais qui se plaignent de publicités qui représentent des femmes objets. Nous, on a beaucoup d'hommes qui... alors, sur les réseaux, on a une majorité de femmes qui nous suivent et qui interagissent, mais qui nous envoient des messages. Il y a beaucoup d'hommes. Et on a aussi on a des hommes bénévoles dans notre association. Oui, même chose. Je lis une des questions qui est posée en parallèle par les personnes qui nous suivent en visio. À force de vouloir faire trop de diversité, on en a un petit peu parlé, mais à force de vouloir faire trop de diversité, j'ai l'impression d'une saturation et d'un ras-le-bol. Comment doser pour maximiser l'impact? Peut-être toi, Desa, sur le sujet?
Est-ce qu'on reparle du sujet, en fait, représenter la diversité plus Et et mieux? de représenter, pas seulement plus, mais de mieux représenter. Ça veut dire de faire attention au rôle qu'on assigne aux personnes qu'on invite dans les publicités. Et pour les personnes handicapées, moi, je dirais qu'on n'en fera jamais assez parce qu'on est très, très, très en retard par rapport à cette situation. Mais après, il faut faire attention à quel rôle on assigne à la personne. C'est vrai que... Vas-y. Non, je veux dire, qui en a ras-le-bol, en fait? C'est ma question. Non, alors après, tout à l'heure, on parlait rapidement du fait qu'aujourd'hui, par exemple, les personnes noires sont bien représentées dans les communications, qu'elles jouent tous les rôles et pas que des rôles stéréotypés. Et c'est vrai que peut-être qu'à un moment, on est obligé aussi de passer par une étape où on se rend compte que, ah oui, il y a une personne noire dans une publicité pour aujourd'hui ne plus être dans cette réalité et de faire la même chose du coup avec les personnes en situation de handicap ou des personnes d'origine asiatique, etc. Tous ceux pour lesquels il y a encore de la marge derrière. Je précise par rapport à ce que Lisa vient de dire, la pub d'Argeling avec la personne âgée, la femme âgée, c'est exactement... Donc là, pour le coup, il y a eu beaucoup de remarques tout à fait sexistes en disant mais comment est-ce qu'on peut afficher un corps comme ça? C'est exactement ce qui s'est passé avec le happening de Corinne Maziero au César. Et en fait, il y a extrêmement peu de gens qui l'ont défendu et la plupart ont dit mais comment est-ce que c'est possible de se montrer nu quand on a un corps comme ça? Donc en fait ça rejoint en fait tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. L'agisme, on n'en a pas beaucoup parlé parce que on en a parlé d'autres fois, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui on commence un peu à avoir des mannequins qui ont un peu plus de 15 ans, mais jusqu'à présent, elles sont blondes avec des corps parfaits, elles ont 15 ans ou 18, mais enfin bon, pas plus de 20. Et effectivement, elles sont extraordinairement stéréotypées. Alors là, on n'en a pas parlé, mais on en avait parlé à d'autres moments. On sait que ce type de représentation crée des problèmes psychologiques de santé auprès de jeunes femmes, de jeunes filles qui ne peuvent pas se représenter comme ces corps parfaits. Qui ne se projettent pas. Dernière question peut-être, je regarde rapidement. Oui, alors ceux qui sont physiquement avec nous. Alors pour les pépites, vous avez évoqué la présence dans de nombreux pays. Donc je souhaiterais savoir pour une note un peu positive, dans quel pays vous avez l'impression qu'il y a une longueur d'avance sur la manière de faire une représentation plus juste et moins stéréotypée, que ce soit du sexisme, que ce soit... Alors, je vais faire un peu par intuition parce que c'est difficile, parce que nos antennes, entre guillemets, elles débutent, donc elles n'ont pas les mêmes données accumulées que nous. Mais au Québec, elles s'ennuient. Elles ont fait quelques trucs, pas mal dans les jouets sur les stéréotypes et tout. Il y a quelques avancées encore à faire. Mais au Québec, c'est vraiment bien plus avancé. Et puis j'ai envie de dire l'Espagne, mais Desigual me contredit ce mois-ci. Mais l'Espagne aussi, notamment au niveau juridique, mis en place pas mal de choses dont la France devrait grandement s'inspirer sur ces thématiques-là. Je rajouterais juste qu'effectivement, tu as tout à fait raison, les Québécoises le féminisme est très très en avance au Québec et aussi en Espagne, grâce à la volonté politique qu'il y a eu il y a quelques années, d'édiction d'une loi contre les violences conjugales. Simplement la loi, le fait que ce soit interdit, même si c'est interdit moralement, le fait que ce soit interdit et marqué dans une loi, ça a fait baisser de 50% les violences conjugales en Espagne. Donc effectivement, contrairement à ce que plein de gens pensent, l'Espagne n'est pas un pays machiste, a fait beaucoup de progrès, et une volonté politique en fait entraîne derrière des actions sociétales, des actions d'entreprise, des actions d'agences et de tous les secteurs en fait. Hein. Ça entraîne. Je trouve que c'est très très important. C'est pour ça que le féminisme doit être aussi un féminisme extrêmement actif pour arriver à faire changer en haut dans les institutions et pas que seulement dans les agences, dans les entreprises privées, mais c'est un problème public. Excusez-moi, je rebondis juste. Et du coup, dans la vie quotidienne, dans ces pays où finalement les représentations
ont évolué, où il y a de l'avance? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que c'est intégré maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et la représentation est différente quand on fait des micro-trottoirs ou quand on regarde ce qui se passe dans les écoles ou dans les collèges? Je ne sais pas. Oui, moi je voulais dire que donc, l'ARP, il y a des homologues de l'ARP dans les différents pays de l'Union européenne. Donc on a quand même la recommandation qui est la plus aboutie, j'allais dire, en termes de couverture sur les stéréotypes de manière générale. Donc voilà, c'était juste pour apporter cette précision. Et peut-être sur le champ d'Oriane, reparler aussi de la charte sur la représentation de la mixité du jouet, parce que ce sont des engagements des professionnels avec les associations, dont avec Pépites Sexistes notamment, et les régulateurs, dont l'ARP aussi. Et il y a une démarche qui est faite sur le marketing plus particulièrement, et vous avez travaillé sur un guide avec les professionnels justement pour changer ces récurrences de stéréotypes que l'on peut voir alors dans les rayons, comme ça a été évoqué ou autre. Donc il y a aussi ces engagements-là, je peux penser à ça notamment par rapport à l'Espagne aussi ou à d'autres pays. Tout à fait, non, cette charte, elle est primordiale. Alors, c'était Marion qui faisait partie des groupes d'études, mais ça a notamment pas mal fait bouger les choses sur le niveau des catalogues et des rayons genrés à Noël aussi, enfin à Noël dans les magasins de jouets et tout. Donc oui, c'est lent, mais heureusement la France aussi fait des choses. Juste pour conclure sur votre question, les pays scandinaves, par exemple, qui ont eu une politique d'égalité femmes-hommes depuis fort longtemps, n'ont pas ce problème-là. Le problème de marketing genré ou de publicité sexiste. Merci beaucoup. On n'a plus le temps pour des questions parce qu'on a un petit peu débordé. Merci à vous quatre. Avant de rendre l'antenne, comme on dit, je voulais juste rappeler qu'il y a en effet, pour passer à l'action, pas mal d'outils qui existent. On a parlé de la grille de l'UDM qui a également édité un guide sur le sujet, bien sûr la recommandation image et respect à la personne de l'RPP, le bilan qu'on a hâte de découvrir bientôt, les avis du JDP, le kit de communication dont tu parlais pour éviter justement de mettre en scène des stéréotypes. Nous avons en effet chez Publicis fait une charte d'engagement pour la diversité dans la communication depuis un peu plus d'1 an et qui a le mérite de mettre autour de la table et nous, agences et annonceurs, pour se dire comment est-ce qu'on progresse et sur quoi. Et c'est pas qu'une diversité ethnique, c'est une diversité aussi de rôle et de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. On n'a pas parlé on n'a pas parlé de plein d'autres choses, mais on n'a pas parlé aussi du sujet de l'accessibilité de nos communications. Donc un petit mot là-dessus, mais le sous-titrage, notamment des films en télé pour les sourds et malentendants, est important et il ne coûte pas cher du tout. Ça concerne plus de 6 millions de personnes en France et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, on va tous y passer. Donc voilà, et c'est de la discrimination de ne pas le faire. L'audiodescription pour les aveugles et les malvoyants est aussi quelque chose qu'on propose chez Publicis et dans d'autres agences, mais qui ne peut pas avoir... et une charte, merci de me le rappeler. Un guide de tout à fait, un guide de la publicité. Fait par la RPP cette année, oui, tout à fait. Et donc, par contre, là, ça ne peut pas concerner tous les films parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de voix off ou de voix in pour pouvoir faire la description. Et puis, ça passe aussi par des partenaires avec qui on travaille. Donc, nous, on travaille, par exemple, chez Publicis avec une boîte de casting inclusif qui est super, qui s'appelle Singulariste, avec qui on a notamment fait une grosse partie du film SNCF qu'on n'a pas montré là, mais qui est aussi une référence hexagonale sur la mise en avant de la diversité dans nos sociétés, dans notre société. Séquence Clé, qui est une entreprise de production qui emploie des personnes en situation de handicap. Et moi, je suis ravie aussi d'annoncer aujourd'hui le partenariat de Publicis France avec le collectif 50-50. J'en ai parlé très rapidement tout à l'heure. Donc le collectif 50-50, c'est un collectif qui œuvre initialement pour l'égalité homme-femme dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma plus largement, et qui s'est ouvert du coup ces derniers temps à la diversité au sens large, et qui vient de lancer un annuaire qui s'appelle la Bible 50-50. C'est un annuaire qui met en avant plus de 100 métiers de l'audiovisuel. Il y a déjà 900 personnes qui sont inscrites là-dedans, et donc cet annuaire est réservé en fait aux professionnels de l'audiovisuel et donc aussi aux publicitaires, et Publicis a désormais la chance d'y avoir accès pour avoir
pas forcément que des monteurs, mais aussi des monteuses, par exemple, de ne pas avoir forcément que des machinistes hommes, mais aussi des machinistes femmes, d'avoir une diversité au sens large dans les métiers. Donc, en fait, après avoir parlé de devant la caméra, comment est-ce qu'on fait une meilleure représentation de la diversité devant la caméra, maintenant, on s'attaque aussi à derrière la caméra. Et donc, je sais qu'il y a des personnes du collectif là, qui nous écoutent et qui nous voient à distance. On est très heureux de ce partenariat. Et d'ici quelques jours, je fais juste un petit teasing, mais justement, on a fait ensemble un film pour faire la notoriété, comme on dit dans nos métiers, de cette nouvelle Bible et qui sortira normalement la semaine prochaine. Vous verrez ça sur vos écrans digitaux. Voilà, je vous remercie encore, Marie-Noëlle, Magali, Deza, Oriane, d'être là. Merci pour ce débat passionnant. Un petit clin d'œil et un énorme merci à Carole et à Julie, et sans qui cette matinée n'aurait pas eu lieu. Merci à Voilà, à Ressources et à vous de nous avoir tous écoutés. Merci beaucoup et à une prochaine.